Je ne mets pas le son, je ne mets pas le son. Je ne mets pas le son, c'est absolument incroyable. J'ai fait un misclick, donc je recommence. Bonsoir et bienvenue sur cette discussion indécente numéro 8. Et j'espère que vous allez bien. Donc, serviette, Marcel, les lunettes sur la tronche. On espère que vous n'avez pas trop chaud, que vous avez prévu un petit café frappé, une petite boisson fraîche, histoire de vous accompagner. On va parler de jeux de rôle à deux, mais cette fois-ci, je ne serai pas seul pour en parler. Je ne serai pas deux, je ne serai pas trois. Enfin, on sera à 3, puisque je ne serai pas 3, on sera 3. Et puis on sera aussi beaucoup plus, puisque vous êtes dans le chat. Je vais laisser entrer dans le stream la première personne enfin la deuxième personne qui va être sur ce stream. Je vais bien sûr parler de la néo-poitevine. Du coup, désormais, je parle de Déborah. Et j'espère que tu vas bien. Salut à tous et à toutes. Oui, ça va très très bien. Et ouais, Néo-Poitevine, c'est ça. Mais rassurez-vous, ici aussi, il fait chaud, même au bord du Clin. Le paréo est plus que de rigueur. Donc voilà. Et salut à tout le monde et ravi que vous soyez là. Voilà, et ravi que tu sois là, Lydie. Et ben oui, voilà. Comme quoi le réchauffement climatique touche y compris la région de Poitiers et donc le pôle Nord. On va sans transition laisser entrer la troisième personne ce soir. Il est barbu, il aime légèrement le système de jeu Alien, légèrement hein, bien sûr, et il a une petite collection de 3-4 bouquins de l'appel de Cthulhu V6 derrière lui. Je vais bien sûr faire entrer Antoine. Hello. J'espère que ça va, que tu es chaud au sens chaud, oui. Figuré. Voilà, il n'y a pas de souci. Chaud, motivé, mais chaud. Très chaud. Mais chaud. Hot. Fondant. Alors, avant la fin de la soirée, je le prédis, Antoine tombe le t-shirt. On sera pas mal comme ça. Voilà. D'accord. Une fois que la caméra sera éteinte, c'est aussi possible du coup. Oui, voilà. Je prendrai des screenshots, je ferai une capture d'écran avec OBS, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Pas de souci, voilà. Moi, je n'ai aucune limite. J'espère que ça va bien de ton côté aussi, à part la chaleur. À part la chaleur, oui, clairement. Voilà, on est bien motivé pour parler. Alors ce soir, on parle d'un style de jeu un peu particulier. Donc c'est les jeux de rôle à deux. Voilà. Donc ça va être organisé en plusieurs parties comme à peu près comme d'habitude. Donc on va poser une question au début sur ce que ça apporte, bien évidemment. On va un peu échanger comme ça. Vous pouvez mettre vos observations à chaque moment dans le chat ou alors dans les commentaires YouTube, bien sûr, si vous regardez cette émission en replay. On va ensuite aborder nos recommandations, enfin les jeux qu'on conseille, globalement, que l'équipe conseille pour les jeux qui sont faits pour 2 joueurs et joueuses. Et ensuite, on abordera la question de l'émission, donc comment adapter un jeu de rôle classique à un format one-to-one, comme on dit dans la langue de Stallone, avec quelques expériences perso, des exemples de jeux, etc., etc. Et on finira par les inspi et le mot de la fin, comme d'habitude. Donc les inspi qui vont un peu toucher à tout. Voilà, jeux de rôle, jeux vidéo, etc., etc. Littérature. Ouais, tout à fait. Gastronomie. Gastronomie. En one-to-one, ouais. Bah oui, ça s'appelle un dîner aux chandelles. Oui. Voilà. Exact. Ce qui n'est pas dégueulasse pour autant, attention. Tout à fait. Mais en termes de système de jeu, c'est un peu serré, je trouve. Mais bon. C'est exigeant. Voilà, ça risque d'être un peu en mode impro. Hein, un scénario bac à sable, encore une fois, même si on n'en mange pas. Donc voilà, n'hésitez pas à armer vos questions dans le chat. Et salut à vous deux qui vous êtes exprimés déjà, Sloopy et Pretty Lilith. Bonsoir. Qui nous font le plaisir d'être dans le chat ce soir. Bon, eh bien, je te propose qu'on embraye vers le tout début. Tout à fait. Hein, le Big Bang. Voilà. Il y a quelques milliards d'années. Non, on va avancer un petit. Non. Je pensais faire plus sobre. Je pensais juste faire ça. Tu vois. Ah, c'est bien. Ok, ouais. Petite aide-mémoire, c'est pas mal pour se rappeler de quoi on parle. Bon, bah oui, on va parler du format un MJ, un joueur ou une joueuse. Donc, on va dire le fameux one-to-one. Terme qui a été plus ou moins officialisé par Pelgrane Press. On va le garder. Donc, ce soir, je pense. Parce que sinon, on s'en sort pas. Ouais, parce que 1 à 1, c'est quand même pas terrible. Ça sonne super. C'est moche, on va pas le cacher. Ouais, c'est pas. On dirait du JCVD, tu vois. Après, faut dire ananas. C'est ça. Bonsoir, Fred. Voilà. Ananas. Ananas.
Oui, le format ananas. Quoique, le format ananas, ok, on se souviendra de ça. Bon, du coup, plus sérieusement, le format one-to-one, qu'est-ce que ça change par rapport à un format classique Le format classique, MJ et plein de joueurs, voilà, de nombre et de qualité variables. Bref, voilà, donc on va regarder un petit peu les différences et puis on va énumérer aussi les avantages et les inconvénients de jouer à un format aussi particulier pour ceux qui ne l'ont jamais testé. D'ailleurs, vous n'hésitez pas. Si vous avez testé, n'hésitez pas à en parler aussi de votre côté. Bon, première chose, le one-to-one, à titre personnel, une des premières choses que ça va changer, c'est déjà le rythme de jeu qui va changer radicalement par rapport à une partie classique. Pas forcément... la façon de jouer ça change pas fondamentalement par rapport à un truc classique. Le MJ pose la situation, le joueur réagit, ainsi de suite. Simplement, il y a déjà le temps de parole qui va changer radicalement, vu qu'il n'y a pas 4 ou 5 personnes qui vont se partager le temps de parole, il y a une personne. C'est vrai. Voilà. Et mine de rien, ça veut dire que sur une partie d'une durée de 2-3 heures, il y a quand même minimum 1h30 de blabla juste pour une personne. Et c'est chaud à tenir, parce qu'on n'est pas habitué quand on est joueur. Quand on est MJ un peu plus, mais voilà, c'est tendu. Mais des fois, même pour le MJ, selon si les joueurs discutent beaucoup, ça lui fait du temps où il peut se poser, réfléchir. C'est ça. Donc il y a ça qui change aussi. Voilà, parce que voilà, des deux côtés. Voilà. Pour le seul joueur ou joueuse, c'est beaucoup plus de temps de parole, c'est pas évident. Et pour le MJ, pareil, beaucoup plus de boulot parce que faut réussir à maintenir un rythme. Et on peut pas se tourner vers quelqu'un d'autre en mode « Toi, tu fais quoi ?» Il n'y a personne. Bon. c'est un peu compliqué. Du coup, il y a ça. Et le truc qu'on peut aussi se dire, c'est que pour un format aussi particulier où il n'y a qu'une seule personne il n'y a qu'un seul PJ, il va falloir une personne, des joueurs, une joueur ou joueuse, on va dire joueuse, voilà, comme ça on va uniformiser pour ce soir, sinon c'est chiant, une joueuse, mais un peu proactive quand même. Parce que sinon... Ça donne l'impression, je l'ai vécu une fois, c'était très désagréable, en fait, d'une cinématique interactive. Voilà, un QTE, c'est ça, parce qu'en tant qu'MJ, on pose les situations, les rebondissements et tout, et en face, si la personne, elle n'est déjà pas très à l'aise niveau roleplay ou quoi que ce soit, c'est long, c'est très long. Il se passe rien, en fait. Mais même, même sans parler de roleplay, des fois juste, imaginons t'as un personnage qui parle pas beaucoup. Bon, c'est compliqué en one-to-one, mais il faut qu'il fasse des trucs, tu vois, à côté de ça. Et plus important que le roleplay, quoi. Oui, il n'y a pas forcément que le roleplay, il y a ses actions, ses réflexions, ce qu'il va faire, mais il va falloir une personne un peu proactive parce qu'il faut avoir beaucoup d'idées. Parce que là, il n'y a qu'une personne qui peut donner du matériel au MJ. Ouais. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est la petite limite. C'est une limite, voilà. Après, là, il y a aussi ça, et comme le fait remarquer Sloppy, c'est aussi ultra intimidant. Voilà. C'est mine de rien, quand on est joueur ou joueuse dans une équipe, il n'y a pas de souci. Si on le sent pas, si on n'est pas motivé, si on n'a pas d'idée, on regarde bêtement la personne à gauche ou à droite et vas-y, petit coup de coude, allez, c'est à toi, fais une bêtise, ça va le faire. Là, il y a une personne en face de vous, puis vous êtes, j'ose pas, on se sent un petit peu, vous savez, au tableau, tout seul, devant le prof. Voilà. Ouais. Ça peut donner cette impression, alors qu'en réalité, c'est pas plus intime. Voilà, ça change pas grand-chose. Du coup, voilà, ça va changer tout le rythme. Du coup, ça va souvent donner des parties quand même beaucoup plus posées. Parce qu'on ne peut pas se permettre un rythme effréné avec une seule joueuse. C'est pas possible. Ou sinon, la partie est vachement courte. C'est possible de faire des parties de 45 minutes effrénées. Ouais, du coup, pareil, c'est ultra épuisant pour les deux participants. Mais voilà, en général, on est quand même sur quelque chose de plus calme, on va dire, presque un rythme plus réaliste, du coup. Voilà, on peut se permettre de vraiment faire des sessions roleplay beaucoup plus tranquilles et pas juste le PNJ vous dit ça, allez, on passe à la suite. On peut faire toute la discussion, on peut faire le trajet, là on peut tout jouer à fond. Puis ça permet aussi, le temps de tout faire jouer, de permettre au MJ d'imaginer une suite parce que j'ai pas trop d'idées. Voilà, sur ce qui s'est passé, il faut rebondir. Pour moi, je vois ça au niveau du rythme un peu comme le jeu de rôle physique et le jeu de rôle virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu de rôle virtuel fait des parties sensiblement plus courtes. Enfin, oui. En tout cas, dans ce que j'ai pu pratiquer avec des tables assez différentes. Donc là, à deux, c'est plus facile de se dire, ok, on estime que 2 heures c'est bien, 1h30 c'est bien, tu vois. Enfin, on arrive plus facilement à tomber d'accord en jouant à moins nombreux. Donc tu peux vraiment tasser. C'est une partie plus efficace, peut-être.
C'est ça. Bon, Moi, c'est ça. C'est un terme que je cherchais, c'était ça. C'est plus efficace en termes de rythme et puis de contenu. Du coup, oui. Et puis souvent, les parties one-to-one, elles sont courtes. Voilà, comme on l'a fait remarquer. Et la plupart des jeux dont on va vous parler après, les formats, c'est rarement plus de 3 heures. 3 heures, c'est déjà une très grosse partie en one-to-one. Ouais. Voilà. Souvent, on est sur du 3/4 d'heure. Hein, le format certains jeux préconisent, c'est littéralement un épisode de série télé. Ouais. Mais du coup, il faut que ce soit aussi intense et rythmé qu'une série télé. Voilà. C'est pour ça qu'au bout de 3/4 d'heure, la fatigue, elle se fait sentir. Hein. Donc là, beaucoup de caféine. C'est vrai. Bon. Donc voilà, on a ça. Pareil, du coup, des séances de roleplay plus intenses, plus ultra immersives, parce que là, on a le temps de tout faire à fond. Puis du coup, cette fois, on peut jouer vraiment sur les conséquences d'une discussion avec un PNJ. Hein Voilà ce qu'il faut tout dire cette fois. On peut pas se rattraper. Faut tout expliquer. Ça, c'est rigolo. Voilà. Là, j'en profite pour regarder un petit peu. Bon, on fera le chat juste après. Mais voilà, donc il y a ça qui change. Après, qu'est-ce que ça peut, dans quel contexte on va aussi se servir de ce genre de session soit en one-to-one, un jeu classique qui le propose, mais ça peut servir aussi dans une campagne classique, classico-classique, vous savez, plein de joueurs. Tout à fait, ouais. Mais ça peut servir création de perso, scénario d'introduction personnalisé, en 10, 15, 20, 30, 45 minutes, 8 heures, si vous avez envie. Voilà, mon perso, il est vivant. Maintenant, je vais le faire jouer avant d'intégrer la bande de Saint-Gouin. Voilà. Et ça peut être aussi en interlude dans une campagne, aussi, comme tu disais, pour développer le background de certains personnages qui peuvent se dire « Ah tiens, ça c'est un aspect qui m'intéresse. J'aimerais le développer, mais je ne vais pas monopoliser 1 heure de conversation durant la partie. » Donc du coup, après, si tu vois que tes joueuses sont motivées pour ça, pourquoi pas organiser une partie d'1 heure à côté pour chacune et faire ce développement-là de personnages. Mais là, c'est plus pour venir ponctuer que vraiment le jeu en lui-même. Oui, voilà. Après, voilà, c'est pas prévu pour, mais ça le fait super bien pour développer, souvent, développer un arc personnel ou juste aussi un personnage qui a besoin d'un matos particulier. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà joué. Voilà, l'exemple que j'ai en tête, c'est Shadowrun. Quand le hacker vous dit, ou le rigueur dit, j'ai besoin d'un matos particulier ou de tel logiciel, quoi que ce soit, les autres joueurs le regardent en mode, ça va être long. Faut mieux faire ça en partie solo. Voilà. Ou le magicien qui dit, moi j'ai besoin d'un focus en oricalque. Ouais, mais la campagne, comment dire, on s'en fout de ton focus. C'est pas le moment. Ça. Donc soit on peut éluder en lui donnant en mode on s'en fiche, soit vous faites une vraie scène. Voilà, tu l'as, on fera un flashback pour expliquer comment tu l'as eu. Exemple. Simple exemple. Voilà. Donc ça marche pas trop mal. Voilà. Ça c'est quand dans une campagne plus classique avec des jeux classiques. Voilà. Bon, ça c'était le rythme qui change, c'est le premier. Un truc qui va changer aussi radicalement, c'est la difficulté, l'opposition que va rencontrer votre personnage quand on est tout seul. Ça veut dire déjà que exit les scénarios du commerce, qui sont calibrés avec une opposition pour un groupe de 4, voire 5 la plupart du temps quand même. Donc tout ce qui est donge, vous oubliez, sauf si votre personnage il a 8 niveaux de pro, mais c'est juste pas possible. Et pareil, tous les jeux horrifiques, Cthulhu, je pense à toi, c'était vachement adapté pour jouer en one-to-one, mais un simple profond, tout seul, c'est juste pas possible. Donc là, je rappelle que le profond, c'est quand même la bestiole de base. Juste un petit malfrat avec un couteau, c'est dangereux. Voilà. Parce que si on est tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y en a personne pour nous aider. C'est-à-dire que cette fois, la moindre blessure grave peut mettre fin à la campagne immédiatement. C'est un petit peu gênant, quand même. Bon, ce qui peut être après plus rigolo aussi en partie de faire jouer les séquelles. Une blessure grave, vous allez la traîner toute la partie. Tiens donc, disparition du canard. Oui. Encore, voilà. C'est ça, ça consomme des granolas, ça veut faire le fiero, et hop, ça tient pas, quoi. Mais j'ai toujours dit. Ça se barre au bout de 10 minutes de live, quoi. Mais c'est ça, il fait chaud, et ici, il fait chaud aussi, et alors on continue, c'est pas grave. Bon. Voilà, alors oui, t'en étais sur les combats, on essaye d'éviter. L'éviter, voilà, parce que en jouant sur des combats ou une opposition, parce que je dis pas forcément combat, mais ça peut être aussi une course-poursuite, n'importe quelle scène d'action en fait, où il y a une notion de danger physique, toujours danger physique.
Quoique danger mental, ça marche aussi. Hein. Oui. On peut devenir fou, quoique en one-to-one, ça peut être fascinant à faire jouer quand on est complètement cinglé. Mais en danger physique, un accident, voilà, vous perdez votre perso et c'est fini. Voilà. Du coup, il y a une idée qui était pas mal du tout, qu'on retrouve dans certains jeux dont on vous parlera après, hein, dans notre petite sélection perso, qui part du principe qu'en fait, le personnage ne peut pas mourir avant la dernière scène du scénario. Il va avoir des séquelles qui vont s'accumuler. Il sera mourant, grièvement blessé, les tripes à l'air, ce que vous voulez, mais il ne pourra pas mourir avant cette dernière scène. Et juste en posant ça, déjà, ça rend n'importe quel scénario jouable. Pour éviter le pan, t'es mort, premier scénario, première scène. Que j'ai vécu en tant que joueur à un one-shot Cthulhu, c'était très désagréable. Ah oui, c'est super. C'est ça. Le MJ m'a fait tu poursuis le type, j'ai poursuivi. Il m'a donné un petit coup de poignard. Voilà, j'ai 6 PV. Il fait 8 points de dégâts. Fin. Voilà, fin du jeu. C'était rigolo. On fait autre chose. Voilà, c'est tout bête, mais ça, c'est le niveau de frustration quand même ultime. Oui, bon, après, il y a un perso. Même si la créa est rapide, c'est sensation foutage de gueule maximum. Oui, bon, là, il y a clairement un problème dans la personne. Oui, il y a un problème dans la personne, mais après, voilà, c'est qu'il y a des jeux qui, malheureusement, c'est compliqué. Oui, après, il faut que le MJ soit capable de rebondir dessus et de penser à ça. Mais bon, quand tu débutes ou qu'il y a des jeux, c'est compliqué de justifier le fait que tu t'en sors bêtement. Oui. Mais du coup, ça me fait penser à ce que tu dis là. En fait, sauf sur certains types de jeux, ce serait tout à fait possible d'organiser ça vraiment sur le pouce, en mode vous êtes deux, vous vous emmerdez, vous voulez faire du jeu de rôle, hop, vous allez sur un truc comme ça qui peut se finir très vite. Du coup, si c'est très dangereux, à la rigueur, c'est pas très grave, quoi. Donc le one-to-one peut aussi servir comment dire, à remplacer une partie de jeux de société, par exemple. Oui. Un truc, vu la durée qu'on a dit que ça faisait souvent les parties. Oui. Pour en tirer un truc positif de cette super partie de Cthulhu. Non, mais c'est vrai, présenter comme ça, ça peut être rigolo, voilà. Ça peut être assez rigolo. C'est vrai. Mais parce que c'est vrai que là, du coup, si tu meurs au bout de 40 minutes, c'est quasiment la moitié d'une partie, voire la fin, donc... ça va, puis 40 minutes, ça fait épisode série télé, on se dit, voilà, on a quand même passé un petit moment sympa, ça va. C'est juste au bout de 5 minutes... c'est ça. Oui. C'est tristoun. Voilà. Donc voilà, il y a ça qu'on change, et on en reparlera de ces petites règles-là dans les jeux dont on va vous parler plus tard. Voilà. Il y a un avantage aussi incroyable, on l'oublie, mais pour le one-to-one, peut-être le plus important, parce que là on vous a dit c'est bien, c'est pas bien et tout, mais il y a un avantage incroyable, c'est la facilité d'organiser une partie quand il n'y a qu'un MJ et une joueuse. Hein. Le one-to-one, ça ne nécessite pas un doodle, 8 réunions pour poser une date dans 5 semaines. 4 reports. Oui. Exactement. C'est dispo, on joue, c'est parti. Voilà. Donc ça marche très bien, mine de rien, c'est un format pour les couples qui marche du feu de Dieu si vous êtes en couple et rôliste. C'est bête, mais quand j'étais vendeur en jeu de rôle, c'est un truc qu'on me demandait régulièrement. Je cherche un jeu pour moi, mon conjoint, ma conjointe. Qu'est-ce que vous avez ? Bon, à ce moment-là, j'avais rien parce qu'il n'y a rien dans le commerce qui était spécifiquement pour ça. Mais c'est vrai que c'est une situation où souvent, on ne sait pas quoi faire. On se mate un film sur Netflix ou on fait une mini-partie sur le pouce ? C'est ça. C'est une bonne alternative du coup. Oui, après ça marche avec n'importe qui. Hein. Vous pouvez même jouer avec votre chien si vous voulez. Moi, au niveau roleplay, c'est limité, mais je pense qu'il y a moyen de faire. Il y avait un scénario de Frères de sang dans l'appel de Cthulhu. L'un des personnages était un berger allemand. Ouais. Il y avait aussi famille américaine, tu vois, le papa, la maman, le fils, la fille et le chien. Et tu avais un cochon géant aussi. Mais c'était un PNJ. Mais dans Nephilim V4, un des prétirés était un chien. T'étais incarné dans un chien, c'était assez rigolo. C'est assez chaud. Bon, voilà. Après, de mon point de vue, alors c'est vrai que tu disais qu'on te le demandait souvent. Enfin, moi, on me le demande. Enfin, je travaille en boutique, on me le demande toutes les semaines, tu vois, si c'est faisable. Donc, c'est vrai qu'il y a de la demande, ça, c'est indéniable. Après, moi, je pars du principe que la proposition des éditeurs et des auteurs, il faut qu'il y ait une pertinence en fait. C'est-à-dire qu'en fait, faire un hack d'un jeu pour deux, bon, oui, on en discutera après à la fin. Mais c'est bien d'avoir un truc vraiment clairement adapté. Au format en fait, et comme on peut avoir dans les jeux de société, Seven Wonders Duel, Catan Duel, à chaque fois c'est des choses différentes. Le système a des similitudes, mais on est vraiment sur un autre jeu en fait.
Donc, quitte à ce que ça soit inclus dans le bouquin, plutôt qu'un bouquin à part, où on sait que ça peut être galère. Déjà qu'un bouquin de base, ça se vend pas forcément bien, donc un supplément. On connaît le débat, tu vois, mais voilà. Donc, c'est bien quand même que ça apporte quelque chose au hobby en termes de production aussi, je trouve. En termes de type de partie, tu veux dire qu'on essaye de s'éloigner du classique. Alors, bah oui, parce que en fait, si tu veux, on joue pas de la même façon à 2 qu'à plus. Non, oui. Ça demande d'autres considérations. Par exemple, tu peux avoir des conneries basées sur la symétrie, par exemple. Un flic qui poursuit un tueur en série. Sur l'asymétrie. Sur l'asymétrie. Apostrophe, asymétrie. Ouais, sur l'asymétrie. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut le faire, tu vois. 2 politiciens qui s'affrontent, politiquement parlant. Tu vois, c'est vraiment des... provoquer d'autres sensations de jeu tant qu'à faire. Et là, du coup, on est plus limite sur du one-to-one avec 2 joueuses, en fait. Ou MJ. Enfin, bref, c'est des formats hybrides. Oui, c'est ça, ou c'est 2 formats hybrides. Parce que chaque personne va faire joueuse et MJ en même temps. Ouais, oui, c'est ça. Et oui, c'est pas mal aussi. Premier jeu dont je parlerai sera un peu comme ça. Ok. Voilà. Ok. Est-ce on a des choses dans le chat, oui. Oui. Avant de passer à cette partie avec les recommandations qui est en train de teaser Mehdi, peut-être qu'on peut faire un petit retour de ce qu'a dit le chat. Tout à fait. Du coup, effectivement, comme disait Sloppy, c'est mieux de ne pas avoir un PJ qui est muet. Mais ça fait un peu partie du truc dont il faut discuter avant d'organiser la partie, je dirais. Fred qui dit... Alors, pour l'avoir pratiqué pendant quelques années, tout dépend de l'histoire que l'on souhaite mener et du type de jeu. Ambre et Nephilim était top, avec des parties jusqu'à 5 heures faciles. Eh ben, on faisait des solos avant que cela s'appelle du one-to-one. Eh ben, tu as tout à fait raison sur ça, Fred. J'aurais dit ça aussi, en fait. C'est effectivement le type de jeu qui va beaucoup changer. Donc forcément, pour de l'horreur, ça marche très très bien. On parlait de Cthulhu. Mais pour un truc un peu plus découverte, relation ou intrigue de cours, etc., je trouve que c'est un système qui marche très très bien, puisque de toute manière, si jamais tu adaptes, tu vas surtout, d'une autre licence, tu vas surtout amener plus le relationnel et le roleplay. Donc forcément, ça va dépendre de l'histoire que tu veux faire. Et ça, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Alors. Non, mais c'est vrai que ça peut jouer au nombre d'heures qu'il vous faut aussi. Hein. C'est ça. Non, mais 5 heures, je me dis, vous avez vachement parlé. C'est très impressionnant. Ouais. Franchement, il y a des formats one-to-one où quand tu développes l'arc d'un personnage ou quoi que ce soit, ou son historique, en fait, tant que tu as des idées, tu continues en fait. Hein. Ça s'arrête jamais. Oui, ça devient juste vraiment plus une discussion qu'une partie limite. Ça peut tout à fait ressembler à des discussions. Oui, c'est ça, il y a des moments, c'est juste une discussion, il y a 0 lancer de dés, la mécanique, on s'en fout. Au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Voilà les conséquences. Voilà. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs on voit Fred aussi qui disait, ou développer des arcs annexes à une campagne intégrée par plusieurs solos, voilà, c'est ça. Avec chacun bout de l'intrigue à venir, voilà. Ça. C'est ce qu'on a suggéré, ça. C'est ça. Un format très série de télé, en fait. Où chacun a un bout de l'intrigue et au final, tout converge au moment la révélation. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ce serait incroyable de faire plusieurs parties de one-to-one avec plusieurs PJ qui savent pas qu'il y a d'autres parties de one-to-one et ensuite les actions qu'ils ont faites viennent emmerder celles des autres. Ouais. C'est ça. Et après, tu fais une partie où tu les réunis tous. Ouais. Carrément. C'est clair. Donc, c'est très compliqué à gérer ça, pour le coup, je pense. Ça va demander une certaine gymnastique, on va pas se le cacher. Donc ensuite, Sloppy, c'était plus facile de séquestrer une seule personne que 5, c'est vrai, on n'a pas tous une cave extensible. C'est un vrai boulot. Et puis 5 personnes séquestrées, il faut les nourrir. Oui, en plus. C'est un budget. Pour les faire jouer. Non, parce que nourrir une bande de rôlistes une soirée, déjà que c'est pas donné. Alors, elle est séquestrée longtemps. Tu mets 3 paquets de chips, c'est bon, hein. Ça va pas coûter cher. Hein. Ouais, j'aimerais bien qu'ils soient un minimum réactifs pendant la partie. Est-ce qu'ils mangent autre chose? Non. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est ça. Café froid, chips. Chips dans le café froid. Et donc on a Fred qui dit, encore Fred, que les jeux très velus en termes d'historique et de richesse d'univers se prêtent bien
au jeu à 2, comme Nephilim, pour créer son personnage et ses périodes d'incarnation. Oui, donc encore une fois, ça vient s'insérer dans une création de perso. Et c'est vrai que quand on a un univers très riche, du coup, le MJ a sûrement, aura moins de boulot à faire peut-être parce qu'il peut piocher directement dans ce qu'il connaît de l'univers de jeu. Tout à fait. Voilà, par des films, il y a aussi Vampire, par exemple, c'est l'exemple parfait avec un univers qui est juste foisonnant. Requiem ou Masquerade, il y a tellement de choses à dire que les joueurs, voilà, il n'y a rien à faire, c'est juste un concept, une partie. Et à partir de là, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est un point d'univers au fur et à mesure. On en a pour 10 ans de one-to-one. Ouais. Fred qui évoquait 7ème mer aussi, et les livres dont vous êtes le héros, globalement. Ouais. Et Sloopy qui parle du fait que il lui semble qu'il faut être expérimenté. Par exemple, il y avait la boîte d'intro, il y a la boîte de base, l'appel de Cthulhu, il y a la boîte d'initiation Héros et Dragons qui avait fait ça, je sais pas si c'est le cas sur Pathfinder, mais bon, où tu as un scénario solo, un livre dont vous êtes le héros, et puis qui t'apprend les règles en fait, petit à petit. Donc en fait, un livre dont vous êtes le héros, tu pourrais le faire jouer à 2. Comme disait Fred dans le chat. Moi, je pense au Temple des Vents, par exemple, de Sandrone, qui est un jeu solo, mais que tu pourrais très bien facilement mener à une autre personne, en fait. Donc, quand je dis solo, c'est une personne, strict. Voilà, parce qu'on dit souvent solo pour dire 1 et 1. Voilà. Donc, non, là, c'était vraiment un jeu en solitaire. Et tu peux très bien le faire en mode 2. On s'en fiche, ça marcherait très bien. Donc oui, ça peut sembler demander de l'expérience entre guillemets, mais bon, il y a des matos d'initiation qui te proposent de le faire comme ça. Mais parce que moi, ce que j'aurais tendance à dire à ça, c'est que, en fait, quand tu es un MJ pas expérimenté, ça veut aussi dire que du coup, tu es un livre vierge, tu vois, on peut écrire ce qu'on veut dessus. Donc tu peux tout à fait apprendre sur le tas, et du coup, limite, que ce soit plus facile pour un MJ qui a l'habitude de faire des parties avec plein de monde. Bon, c'est voilà, 2 écoles. Quoi. Ouais, non, très pertinent, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et est-ce que la question troll, bien sûr. Est-ce que les anciens Shadowrun réclamatrices, c'était pas déjà du one-to-one? On en a parlé juste avant. Tout à fait. En fait, pour beaucoup de monde, c'est le traumatisme. Hein. C'est un traumatisme. C'est ça. Sauf que c'est un one-to-one, mais avec un public. Ouais, c'est ça. C'est une démonstration. Le pistolero dans la V1 de Deadlands. Tout le monde jouait une action en combat, et après le pistolero jouait 3 quarts d'heure. C'est ça. Il y a des jeux comme ça, c'était interminable. Ouais. Mais là, c'est plus un défaut du système de combat. Ars Magica, quand tu joues le mage. Excusez-moi, c'est mon moment. Les légueux, vous vous mettez en rang autour de moi, vous observez, vous vous taisez. Mais là, on est en train de... J'avais aussi de l'anecdote sur Rêve de Dragon, mais on va... Oui, on va... Voilà. On va évacuer, s'il vous plaît. Ouais, on va encore... Non, j'aimerais bien qu'on passe à autre chose. Voilà, on va passer à autre chose. En parlant d'autre chose, on commence à citer plein de jeux. Est-ce que ce serait pas le moment pour nous de nous faire les recommandations Ouais, c'est le bon moment. Donc juste pour vous dire, là on va vous faire les recommandations sur les jeux qu'on a conseillés pour faire du one-to-one. Ensuite, on parlera, je fais un petit rappel, on parlera de la question de l'émission, qui est comment adaptons un JDR classique à un format one-to-one, même si on a commencé à en parler. Et ensuite, on vous donnera nos inspirations. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à faire vos propres recos dans le chat et et qu'on lira juste après. Et du coup, la première recommandation, là, c'est Mehdi qui va nous la donner. Eh oui, c'est moi. Donc là, le premier jeu que je vais évoquer, c'est un jeu assez petit. C'est un jeu en PDF. C'est un jeu qui s'appelle... Alors attention Antoine, là, je sens qu'il me regarde. Je sens le poids du jugement. Il va dire, j'arrive jamais à le prononcer, mais lui, il va se brouter aussi. Vas-y. Reimagined. Voilà. Donc en fait, je vais vous faire un partage d'écran. C'est pas si mal, hein. Non, il s'est entraîné. Non, ça fait plusieurs jours qu'il est dans sa glace tous les matins. C'est pas juste Reimagined, du coup. C'est parce que sinon vous dites Reimagined. Oui, on peut dire ça, puis voilà. Voilà. Je parle comme je peux dans la langue de Stallone. Donc non, mais c'était beau. Voilà. Voilà. Donc c'est ce petit PDF là qui fait 42 pages. Il est dispo sur DriveThru RPG à 6 balles, un truc comme ça. D'accord. Et salut Chenery et Vendil qui viennent d'arriver dans le chat. Et je confirme cet incarnage, dit Fred.
Voilà. Donc, c'est le public qui est le plus mais franc. on a aucun respect pour la langue de Stallone. C'est Ray Mejand. Voilà, Ray Mejand. Voilà. On va rester sur le. Voilà. Ray Mejand, célèbre tueur en série hispanique. Donc, c'est ce jeu-là. Donc voilà, je vais pas le prononcer à nouveau. Voilà un petit PDF qui tient sur 40 pages. Hein. Donc vraiment, on est sur un truc très court, très chamarré en termes de couleurs. Donc je vais vite fait l'enlever parce que ça ne sert à pas grand-chose aussi. On n'est pas là pour faire la review approfondie. Donc, dans l'idée, c'est un jeu donc déjà qui est fait en VF par Patent Records. C'était leur premier jeu. Ça a été créé par Katarzyna Kuzinska. C'est un bouquin qui fait 42 pages, 6 balles sur DriveThru RPG, qui te fait jouer des fanfictions à 2. Voilà. Donc, comment ça se passe? Donc, tu vas pouvoir prendre n'importe quelle fiction, Trône de Fer, The Wire, The Shield, la bataille entre les Ballistos, les Granola et les Figolous. Tu fais ce que tu veux. Donc, en premier lieu, on va d'abord, c'est pour installer le jeu, parce que c'est la première chose très importante, on va choisir un univers de jeu, n'importe quoi. On va ensuite choisir une classification. La classification, c'est quoi? C'est basé sur l'échelle agrumes, qu'on trouvait pas mal de fois en animé et en manga, avec orange, citron vert, jaune, pamplemousse. C'est par rapport au côté adulte et explicite du contenu. Ah d'accord, je comprenais pas. Voilà. Ok. Donc tu te mets sur cette échelle quelque part. Voilà. Okay. On va lister les oui et les non. Donc ce que tu veux voir et ce que tu ne veux surtout pas voir, sachant que dans tous les cas, le non l'emporte sur le oui. Je répète pour les gens qui ne comprendraient pas, parce non, que mais ça c'est important. Fois, il y a des gens... faut l'enfermer quelque part, faut l'encadrer. Prévaut au oui. Voilà. C'est ce qui s'appelle les mouvements de grève français. Voilà. Le non prévaut sur le non aussi. Voilà. Voilà. C'est très simple. Il n'y a pas de bail là-dessus. Donc voilà. Je mets les trucs qui sont cool. Tu mets les trucs qui sont cool. Et puis on met les trucs qui ne semblent pas cool individuellement. Et puis voilà. Ensuite, on va choisir un type de fanfiction. Est-ce que c'est un univers alternatif? Voilà. Un prolongement. Donc ça se passe après une œuvre. Une correction. Par exemple, la fin de Game of Thrones, typiquement la saison 8, voilà, on va corriger ce qui s'est passé parce que c'était de la merde. Plus de 3 millions de personnes ont pensé sur une pétition. Bref, il y a les crossovers et les univers étendus aussi que tu peux choisir. Donc, tu en choisis un. Et puis après, tu vas choisir une atmosphère. Est-ce que ça va être une atmosphère typique, donc correspondante à la fiction? Est-ce que ça va être douillet? Est-ce que ça va être anxieux? Est-ce que ça va être sombre? Voilà, ça va dépendre de ce que tu choisis. Et on va choisir 2 personnages principaux. Parce qu'on va en jouer un chacun et chacune en alternance. Et on va écrire enfin 3 thèmes par personne qu'on veut absolument voir. Sachant que, je le rappelle, le non l'emporte sur le oui. Donc le nom que tu avais fait avant, il va l'emporter aussi sur les thèmes qui sont là. Ok? Et puis on décide d'une intrigue principale et puis on est parti. Et là, on va mettre tout ça de côté. C'est les tables en fait que tu as remplies. Donc on va les mettre sur la table. Et puis on va devoir caler ces éléments-là sur les thèmes. On va devoir les caler obligatoirement dans la partie. Ok? Chaque élément n'arrive qu'une fois pendant la partie. Donc du coup, au maximum, à part 2-3 petits trucs. Donc, on fait une succession de scènes. Dans chaque scène, il y a une personne qui a le rôle de scénariste et une personne qui a le rôle de réalisateur. Et ça va switcher à chaque fois. Le scénariste, il va contrôler le protagoniste et choisir le sujet de la scène. Et on va switcher de rôle à chaque fois. Donc, une scène, c'est quoi? La personne qui est scénariste va lancer un D6 sur la table correspondante au style, à celle choisie au début. Ça va donner un élément à caler obligatoirement dans la scène. Et si jamais tu retombes sur un élément que tu avais déjà utilisé avant, bah en fait tu prends le suivant sur la liste. Ensuite, on va lancer un D6 sur la table des thèmes. Ça va te donner un élément à caler aussi, une fois par partie également. Et puis ensuite, la personne qui a le rôle de réalisateur lance 2 D6 sur la table d'intrigue, qui force à inclure l'élément indiqué également. Puis il faut réfléchir dans sa tronche quand tu es réalisateur à comment on va organiser le machin, etc. Et puis la scène commence. Toi, tu installes le protagoniste, tu vas décrire ce qu'il fait dans la scène, la personne qui fait réalisateur, rôle de MJ en fait, c'est un rôle de MJ tournant, là, pour le coup, va décrire les PNJ, les interactions qu'il y a avec, puis toi tu rebondis en fait, comme une scène de jeu de rôle classique. Et en cas de différent, on lance simplement un dé sur une table, et le plus fort l'emporte. Ok. Et ajoute ou modifie un élément. En gros, c'est ça où ça le fait. Et c'est à peu près tout ce que tu as besoin de savoir pour jouer à Ray Mejand.
Voilà, Remegend. Voilà, donc du coup, c'est comme ça, c'est plutôt cool. Je vais vous balancer en toute douceur et quiétude dans le chat le lien DriveThruRPG. Il est dans la description de la vidéo YouTube aussi, également, ne vous inquiétez pas. Et moi, j'ai une question. Oui. Comment ça se passe quand les deux personnages se rencontrent? Ah bah là, du coup, c'est un peu au feeling. Ok. Est-ce que c'est joué des deux côtés ou est-ce qu'il y a séparation stricte parce qu'ils ils sont pas au même endroit? Bah voilà, c'est juste que toi, quand tu es scénariste, tu contrôles ton protagoniste. Oui, oui. Non, voilà. mais ça c'est la seule contrainte, en fait. Ok. Voilà, mais très après, cool. tu peux très bien le faire. Donc voilà, ça coûte 5,24 $. Soit ça se passe bien, il y a un pack de PDF en fait avec ça. Il y a d'autres types de cadres, etc. Et voilà, il fait 42 pages le truc, c'est vraiment très simple. Ça peut se lire sur smartphone, tablette, de manière pas trop dégueulasse. Donc, ça va. C'est plutôt cool. Et ça se joue très très bien. Donc ça, c'est pour mon premier jeu qui a été traduit en first par Pattern Recog. Cool. D'accord. Voilà. Et du coup, Antoine, est-ce que toi, tu nous parlerais pas de ton jeu? Si, moi je vais parler d'un jeu, mais d'un jeu qui n'est pas traduit, hein, mais qui est trouvable. Attention, hein, voilà, je tiens à le dire, voilà, et c'est encore d'actualité. Hein, voilà, donc c'est pas, je ne vais pas vous parler d'un jeu ouzbek sorti il y a 30 ans. Zut. Et non, non. Je suis outré. Non, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Mars Colony. Voilà, c'est tout petit, hein, c'est fait par Team Kopang. Alors, je vous mettrai le lien DriveThru également juste après. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de rôle, pareil, en format one-to-one. Ça va se passer, bien sûr, comme le nom l'indique, hein, sur Mars, la colonie martienne. Hein, voilà. C'est un jeu politique. Et voilà, c'est le cœur du jeu. Le pitch est assez simple. Il y a une colonie martienne qui s'est installée depuis quelques années, c'est en cours de développement, mais en réalité, ça ne marche pas terrible. Il y a plein de problèmes, les gens ne sont pas d'accord entre eux, il y a des frictions politiques, religieuses, juste mécaniques, hein, parce que ça tient pas forcément bien. C'est la Moïse, et on envoie la personne providentielle, le sauveur, sur place, et le sauveur, c'est le personnage que l'on va jouer. Voilà, il vient de la Terre, et c'est une superstar au début de la partie. Parce que tout le monde se dit, sur Terre, on se dit, cette personne va régler le problème, sur Mars, cette personne va régler le problème. Et voilà. Et bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça. Et non. Non. Alors, la mise en place est super simple, parce qu'il n'y a pas vraiment d'univers posé. On va commencer par définir un petit peu la politique sur Mars, avec le joueur et le MJ, hein, qui va avoir le rôle qui est plus là pour faire vivre les PNJ que pour faire vraiment vivre l'intrigue. Parce qu'en fait, j'expliquerai après pour le fonctionnement de scène. On va commencer par poser un petit peu les peurs qu'on a en politique. Voilà. Donc en fait, les deux personnes, MJ et PJ, vont définir j'ai peur de tel parti politique ou de telle personne parce que. En fait, ces trucs-là vont servir d'inspi dans la partie. Ils conseillent d'utiliser des trucs vraiment très, très actuels. Voilà. Puis de toute façon, ce sera très facile parce que tous les problèmes qu'on a actuellement, on les retrouvera inévitablement là-bas dans quelques années. Voilà. Je parle actuellement de Mars Colony pour ces îles. Voilà. Donc, on va définir ça. Ensuite, on va définir un petit peu les partis politiques. Il faut en définir 4. Rapidement, il y a une petite fiche à la fin du bouquin. Voilà, de petits récaps. Très rapide. Hein, les grandes lignes de ce parti. Est-ce qu'il est vraiment très influent, pas très influent ou carrément marginal? Voilà. Super simple. On va définir un personnage, parce que le sauveur arrive sur la colonie, et ce sauveur, il y a une personne avec qui il est extrêmement lié. On va définir cette personne. Un membre de sa famille, quelqu'un avec qui il a divorcé, n'importe qui. Il y a vraiment un lien et une complication. Il faut du drama, quand même. Voilà. Et ensuite, on va définir ensuite 3 éléments dangereux dans la colonie. C'est-à-dire, il peut y avoir des problèmes de radiation, des problèmes il fait trop froid, il y a des émeutes, du terrorisme. Bref, il y a 3 problèmes qu'on va définir ensemble. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer. Et ensuite, eh bien là, c'est chacun, MJ et PJ, vont alterner en fait. On va choisir un type de scène et chacun va poser la scène, voilà, le cadre. Ce qui peut rappeler certains jeux comme Fiasco par exemple. Où la personne qui est lead
pose le cadre et ensemble, on va définir ce qui va se passer. Donc, par exemple, si c'est le PJ qui commence, le PJ peut dire je veux poser une scène, par exemple une scène personnelle. Donc, je vais définir les à côté, donc ce qui va arriver émotionnellement à mon personnage à côté, ou un petit problème politique. Quelque chose qui. Voilà. Et puis le MJ, de ce côté, ça va être politique, ou plutôt des problèmes plus généraux. Voilà. Ouais. Genre, on a une éruption solaire et niveau radiation, toute la cité va déguster. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es censé sauver tout le monde. Voilà les grandes lignes. On fait ça. Le système de résolution, il est ultra simple. Hein. Une fois qu'on a posé la scène, on peut décider ensemble comment ça va terminer en fait. Voilà, il n'y a pas de jet à faire normalement. Sauf pour un truc très, quand c'est plutôt du drama, du relationnel, on définit ensemble comment ça va terminer. Pas besoin de lancer de dés, voilà. Donc ça c'est tout tranquille, ce qui permet de développer tranquillement ce qui va arriver. Quand le PJ veut, résoudre une crise majeure, là il va y avoir un petit système de règles tranquille. Hein, en fait, il va lancer, s'il veut, il va lancer 2 dés, 2 dés à 6 faces. On conseille qu'ils soient rouges comme Mars, c'est pratique. Hein. Non, mais de toute façon, ils disent qu'il faut des jetons rouges comme Mars, c'est bien aussi. Et des crayons, s'ils peuvent être rouges, c'est bien aussi. Voilà, c'est bien de rester dans le thème. Donc en fait, on va lancer 2 dés à 6 faces, et en fait, on va additionner, le joueur lance les dés, il prend les résultats, il les a, il peut relancer les dés, additionner les résultats, ainsi de suite. Il faut qu'il arrive entre 20 et 40, suivant la gravité de la crise. Sous principe, c'est pas compliqué. À savoir qu'il peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et dire, cette crise, elle n'est pas résolue maintenant, mais je me concentrerai dessus plus tard. Sachant que s'il met cette situation en pause, il perd tout. Ah, mais c'est pas du tout dans son intérêt d'arrêter... Parfois, il veut résoudre une crise mineure, sauf que ensuite, le MJ va faire son tour et dire, il y a une crise majeure qui arrive. Veux-tu résoudre cette crise majeure et perdre ce que tu as commencé? Ok. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, je vois. Voilà. Sachant que sur les 2 dés, quand il va les lancer, s'il y a un seul 1, c'est un échec. Le personnage s'est vautré. Et c'est une humiliation, peut-être même publique. Un double 1, c'est une humiliation publique. C'est pas terrible. Donc en plus, quand on échoue, si c'est pas un double 1, en fait, la joueuse va avoir une possibilité. Elle peut dire, en fait, je décide que ça marche quand même. Je vais mentir à la population. Ah, ok. Parce qu'en fait, au début, on va commencer avec 10 points de célébrité. On commence avec une jauge, on a 10 points. Et ces 10 points, ils vont se répartir en mensonge et vérité au bout d'un moment. Et si on finit par avoir trop de points en mensonge parce qu'on en a marre et qu'on truande devant tout le monde, il va y avoir une crise politique majeure et là, on a tout raté. Ok, c'est pour ça que tu dis au départ, on est le héros. Et en fait, on se rend très vite compte qu'on n'est que quelqu'un qui est quelqu'un de normal dans une situation quasi impossible. Voilà. Et le système, il n'est pas plus compliqué que ça. On va définir ensemble comment ça va se passer. Donc, j'ai une question à propos du système par Cécile. Je t'interromps maintenant ou je la pose après? Non, commence, vas-y. Bah, du coup, comme j'y suis, il y a Cécile qui demande si ça n'enlève pas l'effet de surprise, que ça se passe comme ça. Alors oui, après, ça peut enlever l'effet de surprise, mais là, on est vraiment plus sur un jeu qui consiste à créer ensemble, MJ et joueuse, une histoire ensemble intéressante. Oui. Voilà. Là, on est vraiment dans un truc purement collaboratif, même si, bon, il y a quand même une légère opposition, faut pas déconner, mais le but est quand même de créer une histoire sympa. Faut que ça dure. Faut pas que ça s'arrête de suite, sinon ça va gâcher tout le truc. Okay. Donc voilà. Petit jeu, c'est tout tranquille, les parties sont super courtes. Hein, la fiche de perso, je vous la montre, elle est... Ouh là là, trop de stats. Ouais, c'est ça. Ça fait moins peur que d'autres. C'est ça. Alors, petit bouquin que j'ai trouvé tout mignon. Il y a eu une extension qui rajoute plein de factions politiques possibles. Et là, ça peut devenir un sbul complet. Ah ouais, entre les préservationnistes martiens qui veulent qu'on garde tout comme ça, ceux qui sont en mode terraformation à mort, des courants politiques, religieux et tout, c'est le bazar. Bon, voilà. Donc, le bouquin, je sais pas si on... Non, je vais vous mettre le lien. Hein. J'ai balancé le chat, le lien dans le chat plus haut. T'as balancé le chat dans le lien. Le chat dans le lien, voilà. Oui, je me suis dit, de le faire dans l'autre sens, c'était mieux. C'est ça. Donc voilà. Oui, il est à 8$. C'est quasiment rien. Je vous mets même la page de l'auteur.
Hein, comme ça, il y aura même possibilité, si vous avez envie, de récupérer la version papier. Voilà. Donc là, on a eu... on a mal ici. Oui, on a oui, mal dans le désolé. chat. On a jeté le chat un peu fort. Expérience J'ai mal à scientifique. mon chat. Donc voilà. Du coup, moi, c'est un petit jeu qui m'a bien plu parce que c'est tout simple. Ça change parce que là, on a vraiment une proposition différente d'une partie classique parce qu'il y a vraiment ce côté collaboration pour créer une histoire. Et puis, des jeux purement politiques, je ne connais pas tant que ça. Non, c'est vrai que c'est assez... Parce que là, c'est carrément du damage control politique. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ultra intéressant. Bah, du coup, ce que vous nous avez dit, c'est dans deux genres totalement différents. Donc, un ultra politique et l'autre plus fanfictionnel. Mais qui reposent tous les deux sur le même concept qui est qu'on partage la narration. Enfin, voilà, c'est pas qu'on partage la narration, c'est qu'on partage le temps de création d'univers. Là où c'était un des problèmes majeurs qu'on avait soulevé en intro. C'est comme si c'était fait exprès. C'est ça qui est dingue. On est bon, hein. Alors, on a une recommandation de Fred. N'hésitez pas à donner vos recommandations dans le si chat. vous avez des idées voilà, du one-to-one. Fred qui dit le jeu Scarlet Heroes sur Drive-Thru RPG avec le Quick Start prévu pour du one-to-one. Voilà. Merci pour cette recommandation. Oui, bien ça. Parce que le dungeon crawling en one-to-one, il n'y a quasiment rien qui le propose, sérieusement. Vraiment adapté. C'est qu'on se dit que c'est pas vraiment le type de jeu qu'on va faire en one-to-one, mais du coup c'est possible a priori. C'est ça. D'autant qu'en one-to-one, ça change carrément l'ambiance, ça peut être vachement sympa. On en parlera dans la partie après, je pense. Yes. Mais on note ça aussi. Bien. Est-ce qu'on passerait pas sur les deuxièmes recos ? On peut faire ça, tout à fait. Allez. Ouais. Tu commences, Mehdi ? Bah allez, comme ça on fait une alternance politique. Tu vois, ça me semble être démocratiquement C'est vrai correct. qu'on vient parler de Mars Colony et on n'a fait aucune remarque politiquement engagée. Non, c'est chaud. À ce moment, c'est... Non mais je sais, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on bon, surfe bien. On évite les problèmes comme ça. Purée, c'est l'été, quoi. Je crois que c'était Acritarch qui disait qu'à l'instar de la Belgique, on allait apprendre la vie politique sous forme de compromis. Oui. Et de tractation, etc. Bon, bref. Donc... magnifique transition involontaire de Fred. Transition de Fred, puisque du coup, un PDF pour jouer en one-to-one, si c'est pas du bonheur, bah justement, puisque c'est le one-to-one 2.0, comme c'est appelé par Pellegrin, en fait, c'est Cthulhu Confidential, que je mets à l'envers, parce que j'en ai absolument rien à foutre. Voilà. Je décide d'apporter une touche de JB dans mes observations, tu vois. Et d'ailleurs, sachant que pour Cthulhu, j'en ai un autre aussi, tu vois, tout pouf, que j'avais acheté, c'est Those Love Forgive. C'est pour l'ADC, l'appel de Cthulhu, mais en mode de joueur, c'est 2 scénarios, Love You to Death et Mask of Desire. Voilà. Donc ça permet de jouer à l'appel avec des scénars adaptés pour ça. Mais j'en parlerai pas là parce que c'est pas l'intérêt. Là, c'est Cthulhu Confidential. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que c'est du Cthulhu ? Est-ce que c'est autre chose ? Et bah déjà pour les... Alors, on risque d'avoir quelques problèmes d'ordre politique puisque ça n'utilise pas le système Chaosium, ça utilise le système Gumshoe. Déjà, il risque d'y avoir des gens qui vont quitter le stream de suite. Hein, parce que voilà, ou qui vont peut-être faire un arrêt cardiaque, je ne sais pas. Donc, le Gumshoe, pour faire court, c'est un système alternatif à l'appel de Cthulhu, qui est très axé sur l'enquête, comme l'appel du Cthulhu, mais en réussi. Avis tout à fait personnel. Ne me blâmez pas, ne me jetez pas de cailloux. C'est-à-dire qu'en fait, ça part du principe que si tu dois trouver un indice, quelque chose, tu vas le trouver dans une scène de fouille, d'enquête, d'observation, etc. C'est si tu vas aller plus loin sur ces indices, pouvoir tirer un peu la corde, que tu vas devoir dépenser des points. En fait, à des caracs qui servent de réserve à la base, dans le système Gumshoe. Là, il n'y a pas vraiment de réserve sur tes caracs. C'est un peu différent. Mais je vais y venir un peu après. Alors, déjà, qui c'est qui fait ça ? C'est Pellegrin. Pour une fois qu'on n'a pas la preuve qu'on a des actions chez Free League, ça change un peu d'éditeur. C'est plutôt pas mal niveau corruption. C'est bien de se varier, comme faisait Charles Pasqua avec le trafic de diamants, le trafic d'armes, etc. Nous, on change juste de licence de jeu. Voilà, je fais des vannes sur les hommes politiques morts, Déborah. Voilà, ouais. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. C'est une catégorie. Donc, c'est un jeu chez Pellegrin Press qui n'est pas encore traduit en français. Pas encore, à mon avis, qui ne verra pas le jour dans la langue de Depardieu. Donc, c'est Robin D. Laws, Chris Spivey
et Ruf Tillman. J'essaye de le prononcer mieux que Ray Megend. Donc c'est la version 2 joueurs de la version Gumshoe de Cthulhu, qui est au prix de c'est 45$. Voilà. Trouvabilité un peu hard, un peu chiante, mais pas impossible. Donc c'est pas mort, comme on l'a fait. Mais Pelgrane a des entrepôts en Europe. Ouais, du coup, on peut commander du Pelgrane. C'est pas donné, mais franchement, vous allez sur leur site et c'est totalement faisable. Donc, ça va être un jeu axé sur l'enquête, avec un principe de mythe de Cthulhu quand même, hein, parce que bien sûr, on a des horreurs cosmiques. Donc, le bouquin va être organisé en... Globalement, il y a 3 blocs. Il y a un premier bloc qui détaille les règles. Il y a un deuxième bloc qui est à la fin qui détaille les appendices, les annexes, etc. Et puis, tu as surtout un énorme bloc au milieu avec les 3 settings qui sont proposés. Parce que le jeu part du principe qui te propose 3 cadres, un à New York, un à Los Angeles, un à Washington, respectivement dans les années 30 pour les 2 premiers, et puis dans les années 40, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour le dernier. À Los Angeles, tu joueras Dex Raymond. Alors, tu peux créer un personnage, hein, si tu veux, c'est pas un souci. Hein. En mode hardboiled, le héros solitaire, avec son impair, sa mauvaise humeur et son goût pour l'alcool et le broyer du noir en solitaire. On a Viviane Sinclair du côté de New York, qui est une journaliste dans les années 30. Qui a déjà été une femme dans les années 30, donc c'était relativement chaud. Et qui a en plus une sexualité qui n'est pas selon les canons de l'époque. Donc c'est encore plus chaud. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est la journaliste qui va aller jusqu'au bout de ce qu'elle trouve, en fait. Et puis on a un vétéran de guerre avec Lanson Montgomery Wright, vétéran de guerre afro-américain. Donc, qui est dans la mouise pour d'autres raisons, sociétalement parlant, et en termes de racisme. Voilà, et à chaque fois, ça te fait un bloc de 70 pages pour chaque setting, sauf le Langston, le dernier, qui est un peu plus court. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe au niveau des règles? On a 2 éléments importants sur la fiche de personnage. On a les compétences d'enquête, qu'on appelle les Investigate Abilities, et les compétences générales, qu'on appelle les General Abilities. Tu vois que je le prononce quand même pas trop mal. Non, là, je trouve ça admirable. C'est ça. Donc, les compétences d'enquête, c'est l'équivalent de Gumshoe qui te permet de faire tes enquêtes correctement. Et puis, les compétences générales, c'est athlétisme, conduite, discrétion, peu importe. Tu as ce qu'on appelle des pushes plutôt, qui sont des points à dépenser pour aller plus loin sur un jet. On a ce qu'on appelle des edges. Ce sont des avantages à utiliser plus tard dans la partie. Et on va avoir des problèmes. Alors les problèmes, on va avoir des bricoles. De toute façon, ça c'est voilà. Mais ce sont les edges sont des cartes qu'on reçoit quand on a les bonus. Et puis à l'inverse, ce sont les problèmes qui vont te faire chier. En fait, voilà. Sachant que le jeu part du principe que ce que tu ne sais pas faire est couvert par des sources, des contacts, qui ont les compétences que tu n'as pas. Genre si tu n'y connais rien en médecine légiste, enfin en médecine légale, bah du coup t'auras un PNJ ou une PNJ qui saura t'assister là-dessus. Voilà, tout simplement. Donc ça part du principe que les PNJ, t'as les PNJ très clés en fait, qui vont boucher les trous en fait, tout simplement. Et tu commences avec une carte problème au début d'un scénario quoi qu'il arrive, au choix parmi 4. Ça peut être alcoolique, ça peut être... Alors, il y a des trucs génériques, tu peux en créer si tu veux. Ils t'en mettent pas mal dedans, donc ça t'aide. Je conseille d'utiliser ce qu'il y a dedans déjà avant de voir. Le jeu va proposer 3 pré-tirés, mais tu peux créer un personnage facilement. Soit en partant de toute pièce, soit en prenant un pré-tiré, puis en switchant, j'enlève cette carac et j'en mets une autre. Enfin, cette compétence, j'enlève cette compétence, j'en mets une autre. Donc, tu as, pour jouer, à chaque fois que tu vas devoir résoudre une action, tu vas lancer un D6 ou 2 D6. C'est marqué sur la fiche. Ce que tu lances. Sachant que quand tu lances 2 D6, tu vas les lancer un par un. Et après chaque lancer de dés, tu vas décider si tu continues ou pas. En gros, je vais y revenir un peu plus tard. La difficulté dépend du challenge imposé par l'épreuve en question. C'est imposé dans le scénario. Ils te mettent les obstacles. Bah, vous pouvez faire une difficulté de 7 pour réussir, ou de 9, ou de 5, etc. Sachant que ça donne 3 résultats. Il y a le résultat Advance, donc ça veut dire que tu réussis. Tu fais plus. Donc, tu gagnes une carte Edge très souvent. Voilà. Ça fait une belle réussite. Genre, le profond, bah, la confrontation, bah, tu lui casses la gueule. Et puis, ça se termine là. Parce qu'on n'a pas un système de combat élaboré comme dans un système de jeu de l'appel de Cthulhu. C'est un combat, c'est un obstacle à franchir. Et puis, bah, tu le réussis ou pas. Voilà. T'as la version mais, qu'on appelle Hold. Bah, là, c'est le statu quo. C'est-à-dire que t'es pas mieux, t'es pas moins. Voilà, statu quo.
donc. Et tu as 7 bacs. 7 bacs, c'est un échec cuisant, voire même carrément bien grillé. Donc tu gagnes très souvent une carte problème, en plus. Voilà. Donc, si la difficulté est haute et que tu utilises 2d6, bah tu lances le premier dé, et là tu vois si tu continues ou pas. Parce que tu peux réussir avec un seul dé, selon la difficulté. Et à ce moment-là, si tu y arrives avec un seul dé et qu'il en reste un ou plusieurs autres, et ben en fait tu gagnes une carte, enfin tu gagnes un point de push qui vont t'aider à te donner des boosts. Tu peux cramer un edge ou tu peux accepter d'avoir un problème supplémentaire pour lancer les dés en plus. Et bien sûr, on peut gagner un edge et un push en même temps. Donc le jeu quand même essaye de t'aider. Et il part du principe que tu ne mourras pas avant la fin du scénario. C'est ça qui est très important au niveau timing. Ce qu'Antoine disait, c'est que alors tu vas ramasser dans la gueule, hein. Tu vas avoir des estafilades, tu vas avoir des coups à la tête, tu vas avoir des gens, sans forcément aller sur le mythe, qui vont, bah tu sais, t'as un mec qui va se faire tabasser par 10 personnes. C'est violent. Quand même, donc ça crée des petits blocages, ça crée des problèmes en fait, hein, voilà, tout simplement. Donc vraiment, on a ce côté-là où tu vas ramasser petit à petit, et c'est vraiment à la fin, si tu rates un challenge dans le dernier acte, c'est là où c'est la merde. En fait, c'est là où tu vas probablement y laisser la peau ou la santé mentale. D'ailleurs, au niveau de la santé mentale et de la folie, bah en fait, c'est les cartes problèmes qui font le job avec les effets indiqués dessus. Voilà. Donc comme ça, au moins, t'as pas de jauge à cramer, etc., etc. Et t'as pas de points à répartir dans tes compétences. T'as des compétences à choisir quand tu crées un personnage. Mais tu prends le pré-tiré, il a des points dedans, et puis des fois c'est indiqué un dé ou 2 dés. Et puis tu as les icônes qui servent à se référer. À se référer à la catégorie en fait de la compétence en soi. Donc vraiment, moi je trouve que c'est brillantissime en termes de proposition de système. Le côté PNJ assistant, comme dit Cécile, et vraiment travaillé, contrairement à ce qu'a fait Donjons et Dragons dans l'Essentiel Kit, en mettant un truc en mode voilà, j'utilise les onomatopées à la Antoine pour décrire les trucs. Voilà. C'est ouais, tu joues un guerrier, tu fais un mage, voilà. Ok. Voilà. 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 Donc là, on a vraiment des trucs qui comblent. En fait, c'est voilà. Et je trouve que alors on en parlera plus tard dans les hacks. Mais lui, c'est un jeu, une version pour jouer à deux, mais c'est un hack d'un système fait pour jouer en multijoueur aussi. Donc c'est là où lui il se place sur les deux catégories. Donc il est jouable indépendamment, tu as toutes les règles dedans pour jouer bien sûr, mais il y a un vrai effort d'adaptation, il y a un vrai effort de clarté. Alors je suis pas très bon en anglais comme vous avez pu le voir avec mon accent au début avec Rem et Jinde, mais il y a pas mal de rappels, de petits encarts, il te détaille la base du système au début en disant tout ce que tu as besoin de savoir c'est ça, et ça tient sur 3 paragraphes. Enfin, 3 colonnes, en fait, exactement. Ben, c'est assez bien foutu. C'est fortement dommage qu'il ne voit probablement pas le jour en version française. Donc voilà, ça c'est mon observation, enfin ma recommandation sur Cthulhu Confidential que j'ai acquis il y a peu. Donc la preuve qu'on peut l'avoir. Je l'ai acheté il y a 3 Antoine aussi, semaines, là, et il en avait parlé dans une de... Ouais, il est là, ouais. Je crois que c'est ça, ouais, il y a un petit moment. C'est moi qui étais avec toi. C'est un jeu qui est vraiment excellentissime. Et puis les edges et les problèmes, il y a déjà une liste énorme. Je crois qu'il y en a plus de 200 dans les livres de base, si on se pose la question. Et si on va en improviser, c'est libre. Ils te disent comment vraiment. Et il n'y a rien à faire. C'est vraiment... déjà que les 200 de base, franchement... T'as des trucs génériques, des trucs typés sur les trucs. Et ils te mettent même comment créer des challenges, en fait. Oui. S'il est très chaud, bah, tu vas dire que Advance, c'est 9+, parce que c'est avec un seul dé, ça va être... Enfin, il va te falloir 2 dés pour le faire, etc. Donc, voilà. C'est vraiment... C'est ça. Et puis, pareil, un truc qu'on n'a pas précisé, mais c'est que le MJ ne lancera jamais les dés. Oui, du coup. C'est là... Encore une fois, ça, c'est trop bien. Voilà. L'investigateur ou l'investigatrice qui... voilà. Non, mais, je suis pour ça, moi. Ouais, mais t'as de la manute quand même, parce que t'as les cartes, et puis... Oui, mais du coup, on se concentre, on doit... déjà, oui, là, par contre, le MJ doit se concentrer beaucoup plus sur, justement, ses avantages et ses problèmes. Il y a déjà beau... C'est une certaine gymnastique, quand même, hein. Parce que inventer un challenge sur le pouce, pas forcément évident, même si le bouquin, il y a une liste, quand même, assez chargée. Hein. On regarde les scénarios, on a vite compris... Une bestiole, ça fait ça. Une course-poursuite, ça fait ça. Un escalier qui glisse, ça fait ça. Et puis il y a plus d'espace pour... ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a plus d'espace pour l'univers et la description de New York, Los Angeles et Washington
que pour le système de jeu. Limite. Alors, t'as oui. toutes les cartes après, tous les challenges, etc. qui sont décrits, mais c'est bon, ça se fait sur le pouce, voilà. ça se lit bien. Mais c'est vraiment, ouais, moi j'ai été, c'est génial. Ça fait longtemps que tu m'en parles, toi. Mais voilà, après deux lectures, une lecture complète et une relecture des règles. J'ai compris ce que le jeu voulait me dire en fait, et ce que je trouve assez bluffant. Et mon niveau n'a pas augmenté. Et là, on est vraiment sur un style de JDR classique, on va dire. Hein. Ouais. Parce qu'on retrouve typiquement l'ambiance, contrairement aux deux premiers jeux qu'on a mentionnés. On n'est pas dans du partage. Là, on est vraiment dans quelque chose. Voilà, MJ, pas opposition, mais le truc classique, deux rôles séparés, MJ, PJ. C'est séparé. Tout à fait. Donc, voilà, si on vient du JDR, on va dire classique, commencer par ça pour passer au one-to-one, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Mais il y a d'autres one-to-one qui peuvent faire l'affaire. Oui, parce j'espère que vous en avez pas marre de Pelgrane Press parce que pour parler de Cthulhu Confidential, bon, moi je vais vous parler de Night Black Agent Solo Ops. Et ouais, et ça brille beaucoup. Ouais, ça brille un peu moins, c'est parfait. C'était pareil là, tu vois, tu peux faire. Ouais, c'est pas évident, hein. Ça brille chaud. Voilà, on fera un concours de brillance tout à l'heure. Déjà, nous, on commence à briller sérieusement. Là. Ouais, non, mais... attends, à ton avis, pourquoi j'ai une serviette? Il est malin, cet homme est malin. C'est pas que pour mon siège. Hein. Bon, voilà. Donc, Night Black Agent Solo Ops, qu'est-ce que c'est? Eh ben, encore une fois, c'est l'adaptation en one-to-one d'une autre gamme de Pelgrane Press. Alors, Night Black Agent, il y a eu en France, un petit peu, il y a longtemps, par un éditeur un peu moribond. Voilà, on ne mentionnera pas, mais bon. C'est dommage parce que c'est un super jeu qui n'a pas eu le suivi qu'il méritait. C'est vrai. Alors, juste, je me permets... parce qu'on connaît ta réputation. Tout ça, les deux jeux dont on vous a parlé, Cthulhu Confidential et celui-là, sont trouvables. On mettra le lien en description de la boutique de Pelgrane Press. Tout est trouvable, il n'y a pas de souci. Au pire, il y a le PDF des deux jeux sous DriveThru. Ne vous inquiétez pas. Et le niveau d'anglais, il est loin d'être compliqué. On précise, il n'y a pas beaucoup de texte. Surtout sur Cthulhu Confidential, où au niveau texte, c'est plutôt léger en fait. Ouais, ça va sur les règles en tout cas. Surtout, c'est un 2 colonnes très épuré. Là, c'est un petit peu plus chargé. Alors, Night Black Agent, le pitch, cette fois, pour ceux qui ne connaissent pas, on va jouer d'anciens agents secrets qui vont tataner du vampire. Voilà, c'est Jason Bourne versus Dracula. Voilà. Simple, efficace. C'est bien, c'est bien présenté. Voilà, donc c'est un jeu qui est là pour émuler le style vraiment espionnage. Vraiment, Jason Bourne, c'est vraiment typiquement l'exemple qu'on retrouve partout dans la gamme. C'est l'inspiration numéro 1, on va dire de l'espion moderne, comme on l'imagine, avec ses planques, des capacités physiques de dingue, un passé un peu chelou, bref. Et puis, on a mis un peu de surnaturel parce que, c'est toujours cool. Ça donne vraiment une... Taper sur la mafia russe, c'est rigolo 2 minutes. Taper sur la mafia russe vampire. Dites un Dracula depuis son château en Transylvanie, c'est mieux. Bien évidemment. Voilà. Puis Jason Bourne avec un maillet et puis un pieu, c'est assez rigolo. C'est toujours mieux qu'Abraham Lincoln. Tu peux faire les deux, tu peux faire Abraham Lincoln qui fait du Krav Maga si tu veux, ça peut être assez rigolo. Pas bon film. Pas terrible. Bon voilà. En termes de système Night Black Agent, il va réutiliser le one-to-one de Pelgrane Press, donc littéralement le système qu'on vous a présenté juste avant. Avec ses petites particularités, c'est-à-dire plus ses compétences perso ou des conseils de mise en scène, parce que là, on va arriver sur quelque chose d'un peu plus nerveux et punchy, parce que dans Cthulhu Confidential, le conflit physique, c'est quelque chose d'exceptionnel, de très marquant. Ouais. Bon, contre des humains, déjà, on en prend plein les dents. Au sens propre, ouais. C'est ça, on croise un profond, on s'en souviendra toute notre vie. Là, du sbire vampirique, au bout d'un moment, on les tatane par paquet de 5. Ok. Voilà, à la fin, on est Blade. C'est en mode... Ils sont combien? 10. Ouais. Voilà, il y a Rasputin vampire. Oui, en plus, je crois que dans un scénario, il y a un truc comme ça. Évidemment. Immortel, chelou, magique. Exact. Donc voilà, donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus nerveux. Voilà. Donc, on ne va pas vous proposer dans cette version 3 cadres de jeu. Non. En fait, on va vous présenter un seul personnage, et en fait, le bouquin, en plus des règles, c'est une campagne.
campagne complète. On va reprendre l'histoire un petit peu à Jason Bourne, c'est-à-dire le personnage est amnésique. Voilà, vous vous réveillez à l'hôpital, et c'est déjà la mouise, parce qu'au moment où vous vous réveillez, il y a déjà quelqu'un qui veut rentrer dans la chambre. Ok. Et c'est pas quelqu'un de bien intentionné. Oui, c'est pas pour te faire une petite piqûre en mode tout va bien. Mais une définitive. Ah oui, d'accord. Donc on est déjà, on n'a pas compris ce qui se passe, qu'au bout de 2 minutes, on est déjà en train de frapper avec un extincteur sur l'infirmière. Normal. Tout va bien. On dirait aussi un peu John Wick du coup dans le concept, sauf que en moins John Wick, ça part vraiment dans le n'importe quoi. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Non mais c'était pour savoir sur quel curseur on était. On est vraiment sur Jason Bourne, c'est vraiment l'ambiance qu'on va retrouver normalement. Ok. Bon. Et voilà. Et là, par contre, on va voir plusieurs scénarios. Il faut que je vérifie. Mais il y en a... C'est ça. Il y a 6 scénarios qui se suivent. Yes. Où on va commencer à... On va essayer de s'en sortir. On va avoir des alliés qui vont fatalement... qui jouent un petit peu sur les 2 tableaux. Hein, parce que c'est cette ambiance-là, hein, de ce genre de film. C'est toujours comme ça. On va se rendre compte que, oui, on est lié à un vampire. Déjà, on va se rendre compte que le surnaturel existe. Qu'on avait un lien avec ça, on va vouloir se venger, parce que la vengeance, c'est toujours rigolo quand on est armé lourdement. C'est vrai. Quand on a l'armement du Punisher, d'un coup, la vengeance, c'est jouable. Bon, et puis jusqu'à la rencontre finale. Voilà. Donc, pareil, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à celui qu'on vous a présenté avant, simplement une ambiance très différente pour émuler un style vraiment totalement à part. Plus nerveux et dans un contexte beaucoup plus... actuels, ça se joue maintenant. Yes. Enfin, ils disent moderne. De années 90 à 2020, c'est large. Du moment que c'est à peu près maintenant, qu'il y a des téléphones portables, Internet, après, faites ce que vous voulez. On est dans cette ambiance-là. Voilà. J'aurais pas beaucoup plus de choses à dire que ce que Mehdi a dit sur Cthulhu Confidential, parce qu'on a la même ambiance, enfin, la même façon de jouer. Ouais, la même façon voilà. de jouer. Et encore une fois, c'est bourré. Si ce style vous plaît, là, pareil, c'est bourré de conseils pour mettre ça en scène. Chaque fois, c'est des petits encarts avec des références à des films ou des séries ou des romans. Ok. Voilà. Voilà. Vous avez cette scène. Et bien cette scène, si vous connaissez ce film, ça rappelle cette scène. Voilà, cette scène de tel film. Pensez à ça. Parfois, c'est une piste musicale. Voilà, on est dans la voiture. Voilà, vous êtes votre personnage de la voiture à s'enfuir. Mettez cette musique parce que cette musique, les paroles vous feront penser, rappellent ce qui est en train de se passer à côté. Voilà, on est vraiment dans un truc là, par contre, ultra cinématographique. Yes. Voilà, une autre ambiance. Et pareil, d'une létalité, c'est pareil, parce que il n'y a pas de créature interdimensionnelle avec des tentacules de partout. Mais par contre, le vampire peut t'arracher un bras facilement. Du coup, je crois qu'il y a même un des problèmes, c'est littéralement un membre arraché. Okay. Ah oui. Bah, c'est pas mal. Et c'est bien de préciser qu'on n'a plus le droit d'utiliser des armes à deux mains. Non, mais il faut quand même le rappeler. Ça peut arriver. Okay. Donc du coup, tu as le marteau dans une main et le pieu dans la bouche, et puis tu vas comme tu peux, quoi. Et tu tapes avec les dents, voilà, tu arraches. Tu mets des coups de boule avec le pieu. Exactement, voilà. Et donc voilà, en termes de prix, voilà, on était sur du $45. 45, ouais, comme tout le coup. Donc on va compter un peu plus de 50 € quand même, avec frais de port et tout pour l'import. Ouais. Enfin, c'est pas trop cher, hein. Je crois que je m'étais pris un truc chez Pellerin Press récemment. Niveau frais de port, on était à du 12-15 € pour une commande. Voilà. Ok, bon, ça va. J'ai une question, cela dit, est-ce que, là, pour le coup, le jeu, j'ai entendu parler seulement, mais j'ai pas lu ni joué, etc. Il date d'avant Cthulhu Confidential? Non. Cthulhu Confidential est le premier jeu en one-to-one qu'ils ont sorti, avec ce qu'ils ont appelé après leur version du Gumshoe 2.0. Ensuite, ils ont fait celui-là. Et ensuite, un autre jeu, le Yellow King, dont je parlerai peut-être un jour. Yes. Qui est un petit peu bizarre, mais alors là, il faudra une grosse vidéo pour en parler, parce que vraiment, c'est chelou. Ouais. Ok, d'accord, ça va. Okay. Mais du coup, il se lance pas mal, parce que même Cthulhu Confidential, c'est pas si vieux. Enfin, c'est plutôt récent, quand on y regarde. Non, il y a la date dedans. Non, il est assez récent. Oui. Donc ils sont vraiment en train de développer 2017 pour Cthulhu Confidential, c'est sorti en 2017. Bien que c'était récent. Voilà, dans le monde du jeu de rôle, donc c'est ultra récent. Autant dire que c'est hier. Oui, c'est ça. C'est vrai. Par rapport au mastodonte à côté, voilà. Donc une adaptation pour moi, c'est 2 versions du même système, 2 styles radicalement différents.
Comme quoi, ça marche vachement bien. Alors, ouais, mais qui élargissent les horizons du one-to-one qui est habituellement que du roleplay, de la discussion, etc. Et c'est intéressant de voir ces alternatives. Sachant que Pelgrane Press prépare également une adaptation au one-to-one d'un de leurs jeux Sword and Sorcery. D'accord. Ah, d'accord. Ah, sympa. J'ai oublié le nom déjà du jeu classique, mais ils vont l'adapter en one-to-one de leur côté. En fait, ils veulent se faire une gamme de one-to-one vraiment pour varier les ambiances. Ouais, et ça, c'est pas mal. Et du coup, voilà, pour montrer qu'on ça c'est cool, très juste. Voilà. Et puis, ces deux jeux, moi, j'en ai fait pas mal de parties comme ça, justement, avec surtout tout le Confidential. Voilà. Parce que l'autre, c'est plus un jeu à campagne, je ne vous ai pas montré. Mais avec tout le Confidential, c'est parfait pour vraiment le format 45 minutes, 1 heure. Ça passe super bien. Vraiment, vous faites une série de télé. Voilà. Au début d'enquête, générique de fin, on reprend la semaine prochaine. Ça passe super bien. Voilà. Yes. Voilà. Ah, c'est Third Age. Oui, voilà. Ok, merci. Donc, voilà. Okay. Donc, notre petite sélection de jeux en one-to-one. Bon, alors là, on est vraiment sur des jeux faits pour du one-to-one. Hein. Ils ont conçu pour. Oui. C'est pas une adaptation. Enfin, il va y en avoir, mais là, c'est pas ça le but. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'adaptation, et vu que j'ai pas l'impression que vous avez d'autres recommandations dans le chat, on va passer à l'avant-dernière partie de cette émission, puisque le temps tourne et que on a trop de choses à dire sur ce thème. La question de l'émission qui est comment on va adapter un JDR classique à un format one-to-one, puisqu'effectivement, là, on vous a présenté la petite sélection faite directement en one-to-one, mais évidemment, on peut aussi, on pense qu'il est tout à fait possible d'essayer avec un format classique. Donc, sans parler de juste faire des séances one-to-one pour introduire dans une campagne, là, c'est vraiment essayer de prendre un jeu et de le transposer avec une autre joueuse pour faire une partie. Donc déjà, on a vu qu'il y avait plusieurs pas problèmes, mais en fait, il y a plusieurs problématiques dans cette adaptation. Donc d'une part, le personnage et comment il va être conçu de base dans le jeu. Donc est-ce qu'il va être extrêmement spécialisé ? Si c'est le cas, il faut soit penser à du coup lui donner beaucoup plus de pouvoir, plus de compétences par exemple, pour le rendre plus flexible, mais ce qui du coup entraîne un fort déséquilibre. Donc une des solutions qui sont aussi celles qu'on a données dans les recommandations, c'est de mettre des PNJ qui vont venir seconder notre PJ, et du coup il faudra toujours faire attention à ce qu'ils prennent pas trop de place, donc éventuellement lui donner des sidekicks qui vont venir en retrait, ou des contacts. Donc ça, c'est un des premiers trucs qu'il faut mettre, auquel il faut penser. C'est si jamais on veut faire une aventure où il va y avoir de la castagne ou beaucoup de trucs différents à faire, dans ce cas-là, il faut penser à soit adapter le personnage pour lui rendre plus polyvalent, soit lui donner des alliés. Ou alors, du coup, si on veut éviter ça, et qui est un peu notre deuxième conseil, c'est de restreindre le type d'histoire que vous allez vouloir faire jouer, et qui, du coup, va aussi demander pas mal de boulot au MJ, parce que d'ailleurs, pour le truc d'avant, oui, il faut que s'il y a des PNJ, il faut que le MJ bosse sur ses PNJ, il faut qu'il bosse sur son univers, ses contextes, etc. Et donc, si on veut essayer de réduire le type d'intrigue, donc par exemple, si notre personnage c'est un flic, du coup, on sait qu'il va toujours avoir affaire à des trucs de flic, du coup, le MJ, il faut qu'il se mette lui aussi dans ce contexte-là pour construire son histoire autour de ça. Donc, moi, un des conseils que j'aurais à donner si vous faites du one-to-one avec quelqu'un, c'est de vous mettre d'accord tous les deux sur un truc qui vous fait vraiment envie, en fait. Parce que si le PJ il veut un truc absolument, si la joueuse veut un truc absolument, et que lui ou la MJ elle est à des années-lumière de ça, forcément il y a un moment où ça va pas trop coller. Donc c'est vrai que comme c'est plutôt, quand c'est en one-to-one, c'est plus intimiste, donc là il y a carrément manière de bien discuter sur ça. Et d'ailleurs on va passer un petit peu à différents exemples, qui est que moi, dans mon expérience personnelle, j'ai adapté un jeu classique en one-to-one, et ce jeu c'est Feng Shui.
J'ai pas beaucoup de jeux à mon éventail, mais j'ai celui-ci. Je suis abasourdi de surprise. Je pensais que tu allais dire Hollywood. Ça aurait pu être Hollywood, hein, en one-to-one. Mais j'ai raté une chance sur 2 de me planter, putain. C'est soit l'un, soit l'autre. Feng Shui, en fait, ça tombe un petit peu sous le sens, entre guillemets, l'adaptation, parce que comme c'est inspiré des films d'action hongkongais, et c'est ce qu'on disait hors antenne, souvent dans les films d'action hongkongais, il y a des sidekicks, mais il y a souvent qu'un seul personnage qui est au centre de l'aventure et qui va faire son truc. Donc bien évidemment, il faut adapter le nombre d'ennemis qu'il va y avoir. Il faut des PNJ et des antagonistes charismatiques, mais ça c'est de base dans Feng Shui, mais si jamais vous voulez un truc basé sur le combat, c'est bien d'avoir des gens charismatiques. Ouais. Et ensuite, pour l'adaptation, du coup, sur la fiche personnage, tout simplement, j'ai juste rajouté quelques compétences en plus, mais j'ai vu aussi que ce qui intéressait l'autre joueur, c'est d'être un flic, de côtoyer la mafia, enfin les triades et tout ça. Oula. Donc forcément, j'ai adapté mon histoire à ça, et puis surtout, c'est un truc que je voulais déjà faire. Donc, il a simplement fallu que je crée les triades, etc. Mais de toute manière, dans Feng Shui, le MJ il est poussé à adapter son histoire et son drama en fonction des centres d'intérêt des joueurs et des joueuses. Donc du coup, ça passe très très bien. La deuxième édition, pardon, c'est vrai, Feng Shui 2. Tu fais bien de demander. Donc il y a des jeux où ça va être ultra simple, on peut utiliser le système comme ça de base, et d'autres où ça va être plus difficile. En fait, dans Feng Shui, la principale difficulté est que le système de base est très létal, mais moi j'ai l'habitude de jouer à Feng Shui à plusieurs en modifiant le système de points de vie et tout ça. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que ça les mettait. Il avait plusieurs jokers type des jets comment on appelle ça déjà, des points de destin, où en fait, au lieu de se retrouver mort, il se retrouvait à l'hosto, et en gros, il devait une dette à quelqu'un et qui ensuite générait un bon prétexte pour faire un scénario suivant. Voilà, donc moi j'ai cette expérience-là d'adaptation, mais dans l'équipe, il n'y a pas que moi qui ai déjà adapté du jeu classique à du one-to-one. Non, c'est vrai. Si, il n'y a que moi. On a tous fait. Non, alors, on a fait. Alors moi, à titre perso, je me suis souvent retrouvé en fait à faire des introductions ou des interludes entre deux parties. Ouais. C'est plutôt dans ce cadre-là que je l'ai utilisé. Après, en fait, moi, je pense que pour l'exemple pratico-pratique, tu vois, du coup, je faisais une vanne sur Hollywood. Hollywood. Franchement, tu regardes ce qui est fait dans Cthulhu Confidential et dans Night Black Agents. Tu te dis, je crée le perso. Je dis, ok, ce qu'il a pas, c'est des PNJ. T'as les flashbacks qui peuvent te retomber sur la gueule, enfin te faire retomber sur des éléments de narration que tu peux remettre. T'as la roulette russe. Enfin, je trouve que t'as beaucoup d'artifices. En fait, en prenant ce qui a été fait là sur vraiment les jeux qu'on a présentés, c'est pas les seuls, mais voilà, je pense que tu peux te dire, j'applique la philosophie sur un jeu. Donc moi, c'est comme ça que je le préfigure, et c'est comme ça que je le faisais plus ou moins déjà de façon native quand je faisais une interlude à Capharnaüm ou une intro à Monde des Ténèbres ou un truc comme ça. D'ailleurs, je vois qu'il y a Cécile qui parlait de Vampire Requiem, un MJ enfin une MJ et un PJ. C'est Vampire Requiem ou Mascarade. Ça reste quand même très à propos. Donc on en parlera dans les inspi après, mais globalement, je pense que c'est bien d'avoir, comme tu disais, l'accord entre PJ et MJ, parce qu'il faut jouer au jeu qui nous fait kiffer, tu vois. Mais il faut prendre un truc qui soit facile à adapter. Oui. Non, mais à part si vraiment le concept de groupe est au centre du jeu. Ouais, mais en fait, ça passe. Généralement, ça va. Ou alors, il faut choisir un système qui est plutôt... Je sais pas si épuré, c'est vraiment le bon terme, mais plutôt flexible, en fait. Voilà, c'est ça. Plutôt flex, moi je dirais. C'est vrai, c'est le mot qui est juste. Et en fait, je pense que... Alors, il y a des jeux, en fait, n'importe quel jeu peut se jouer à deux. Je veux dire, on est quasiment d'accord. Mais il y a des jeux qui s'y prêtent plus en termes d'ambiance, donc ça donne un sentiment de plausible aux joueurs et joueuses et MJ. Donc, du coup, tu es plus à l'aise, tu rentres plus dedans, je pense. En me disant ça. Voilà.
C'est comme ça que moi je vois le truc, c'est comme ça que je l'ai abordé de toute façon quand je faisais de l'interlude ou de la partie solo, mais c'était sur une demi-heure, 3/4 d'heure maxi quoi. Donc mais ça le fait très bien. Voilà. Finalement, en premier lieu, faire attention au type d'ambiance, au type de jeu, mais a priori, on a eu des exemples ultra différents, notamment dans vos recommandations. Faire un jeu de politique et tout. D'ailleurs, c'est même plutôt, j'aurais tendance à dire, un truc qu'on peut vraiment développer on peut faire des intrigues de cours et tout, mais comme tu l'as présenté, c'est plutôt, tu peux pas le faire autrement qu'en one-to-one, en fait. C'est ça. Mais du coup, c'est ça que tous les jeux à la consonance politique, vampire, basiquement, n'importe quelle gamme, en one-to-one, s'y prête peut-être encore mieux, en fait, parce que là, vous avez un personnage qui est immortel, qui peut durer sur le temps, autant en solo, c'est génial de le faire évoluer. Voilà. Du coup, il y a encore un plus grand impact avec si vous faites jouer sur une grande période de temps, sur ces attaches, les mortels à qui il s'est attaché, qui vont mourir et disparaître au fur et à mesure. Là, niveau drama, c'est juste fabuleux. Et ça me fait penser à Pendragon aussi, du coup, rigolo. Voilà. Où tu as cette histoire de lignée que tu peux reprendre. C'est ça. Il y a des jeux, par exemple, L5K en solo marche incroyablement bien. Déjà parce que le pitch de base était déjà un peu chelou de faire cohabiter des clans qui marchent déjà pas ensemble. Bon, ça fait partie du jeu rigolo. Hein. Mais quand on est tout seul, on peut vraiment se lâcher. Le courtisan à L5K en solo. Oui. Il courtise. Je courtise. Là, je suis dans mon élément. Je suis pas obligé de m'arrêter parce que l'abruti de bourrin du crabe, là, il a envie de lancer un défi à la con au garde à la porte. Ce n'est absolument pas du vécu, ne vous inquiétez pas. Très spécifique, mais pas de vécu. Non, mais voilà, c'est le genre d'exemple qu'on peut retrouver facilement comme ça. Après, voilà, il y a des jeux où on n'a vraiment pas besoin d'adapter, hein, les jeux qu'on a mentionnés. Moi, j'ai fait tous les jeux de super-héros, par exemple, il y a zéro besoin d'adapter le système pour faire du solo. Vu qu'un super-héros, par définition, est suffisamment compétent pour gérer toute situation. Bah oui. Au final, les seules situations qu'il n'arrive pas à gérer, c'est les situations dans lesquelles on joue sa version... son identité publique. Voilà. Spider-Man n'a pas trop de problèmes dans la vie, par contre Peter Parker il galère. C'est vrai. Voilà. Bon, Batman il galère pas trop et Bruce Wayne il galère pas trop non plus, mais bon, ça c'est un problème de compte en banque. Mais là, pour faire une petite transition avec nos inspirations, c'est surtout qu'en fait, il y a plein, comme tu le dis, avec les super-héros et tout, c'est qu'il y a énormément de fiction qui fonctionne avec un personnage principal. C'est assez rare d'avoir des trucs qui fonctionnent en groupe. Enfin, ça, si, évidemment, y a, dans les super-héros, il y a la Justice League ou les Avengers, mais c'est plus des trucs... c'est la grosse fête quand chacun fait son histoire, on se retrouve, voilà. On a chacun pexé, on a chacun fait notre histoire. Bon, allez les gars, on rassemble toute la table et c'est parti. Il y a juste quelques petites observations dans le chat avant qu'on passe à la suite. C'est Fred qui a remis les trucs. En préconisant du Dungeon Crawl classique. Alors, je vais te faire confiance parce que là, je suis totalement... ignare en la matière, donc avec des personnages de niveau 0 jetables, voilà, c'est ça. Star Wars, on en parlait pas mal de fois avec Mandalorian, c'est cool. L'exemple parfait, hein, qui fait un peu... Voilà, c'est parfait parce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas, qui va se développer, il est tout seul au début, c'est parti, pas besoin de plus. Et les brumes d'Ostérion, alors oui, ça peut, comme le Temple des Vents en fait, de Sandrone. La version multi, les versions multi, tu vois, mais la version solo peut être fait, tu dis, moi je maîtrise les règles, et toi tu joues. Enfin, tu fais PJ, en fait. Donc, oui, ça peut passer aussi là-dessus. En revanche, Adventures in Ostérion, le mode solo, enfin, le mode plateau, comme ils disent, PJ et MJ, ou alors deux PJ, et pas très bien abouti, donc je conseille pas. Mais par contre, tu peux le hacker, bien sûr, comme on a proposé jusque-là. Voilà. On est pas mal. Yes. Du coup, on inspire un bon coup. Je fais des transitions chaudes parce que j'en peux plus de la chaleur. Tu vois, j'ai le ventilo qui tourne. Donc, les inspi. Donc là, vous pouvez les balancer dans le chat, hein, bien sûr. Hein, il n'y a pas de problème. Aussi, vous pouvez les balancer dans les commentaires YouTube si vous le voulez. Là, c'est des exemples d'œuvres, d'inspiration qu'on peut avoir en dehors du jeu de rôle. Du coup, même si on a pas mal parlé d'inspi jeu de rôle entre guillemets pour ça, comme pour s'inspirer pour le one-to-one. Alors on parlait de Mandalorian justement, comme tu disais, le personnage seul, solitaire
Bon, on sait que c'est un Mandalorien qui a une grosse armure qui casse des bouches, qui est chasseur de primes. Et puis, au fur et à mesure, on apprend des choses. Comme ça. Donc c'est vrai qu'on peut avoir du jeu vidéo, du roman, du film, de la série, etc. Je sais pas pour vous autres. Moi, perso, je suis bien branché. Je regarde pas mal de séries, de toute façon, comme tout le monde, hein, entre guillemets. Et je trouve que là, pour le genre policier, c'est très, très facile. Ouais. Parce que du coup, le personnage, ou alors les personnages peuvent être confondus en une seule personne. Moi, je pense à des séries comme The Sinner ou alors Perry Mason. Alors, pas la vieille série Perry Mason, celle qui est sur OCS actuellement, où le personnage a clairement des sidekicks à chaque fois dans les deux cas, qui essaie de combler ses lacunes. Et des lacunes, il en a pas mal. Il a beaucoup de cartes problèmes, tu vois, Perry Mason et le personnage principal de The Sinner aussi. Il commence avec 2 cartes problèmes au lieu d'un, tu vois. Au début, dans lui, Cthulhu Confidential ou Last Black Agents, il est déjà la tête dans le cul, hein, voilà. Donc ça peut être très bien. Alors t'as des tonnes de romans, enfin de polars. Oui, le genre polar noir en général. Le genre polar en général, il est juste parfait pour ça. Les flics Hardboiled, de toute façon, ils sont pas vraiment de copains souvent. Hein. Non, c'est clair. Voilà, ils ont des contacts, mais pas des copains. Du coup, ça crée des dettes. Et du coup, ça crée du jeu. Du coup, c'est juste parfait. Et du coup, des cartes problèmes. Donc on a ça. Il y a Altered Carbon en roman ou en série. On voit bon. Ce n'est pas le jeu. Non. Oui. Alors attention. On a dit qu'on parlait de choses autres que des jeux de rôle déjà. Ah ouais, et puis on n'est pas statué sur ce que c'était exactement le jeu de rôle Altered Carbon. On ne sait pas. Est-ce que c'est une menace extraplanaire qui est venue dans notre monde? Je ne sais pas. Tu vois, pour nous préparer à l'arrivée de Dark Souls, je pense. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, du coup, t'avais pas kiffé Altered Carbon à juste titre. Et quand t'as lu Dark Souls, Altered Carbon après coup, en fait, est-ce que c'est quand même raf ou est-ce que c'est mal écrit, c'est lourdingue, mais au moins c'est pas buggé. Ouais, c'est vrai que c'était pas buggé. Bon, c'était pas facile à lire, cela dit. Ah, c'est horrible à lire. Ouais. Et du côté des jeux vidéo, moi perso, on inspire. Moi, je pense à 2 jeux vidéo. Bon, il y a Red Dead Redemption 2. Ou le premier. Le western. Le western, mais le 2, le développement de personnage, c'est juste un exemple même à suivre en termes de scénarisation. Enfin, c'est vraiment. Tu vois le personnage changer au fur et à mesure. Tu vois les autres protagonistes aussi changer au fur et à mesure. Et c'est vraiment très intéressant. Et t'as là, je me suis chopé à pas cher en promo sur Epic Vampire avec un Y. Oui. Qui joue en 1918 pendant la grippe espagnole. Mais très bonne source d'inspiration avec notamment l'intrication des interactions entre les personnes que tu rencontres, parce que tu vas vouloir boire du sang jusqu'à plus soif sur quelqu'un, mais cette personne connaît du monde, donc du coup ça crée des problèmes, ça génère de l'insécurité, et puis il y a des gens qui vont se poser des questions, tu vois. Donc je trouve que les conséquences, et puis le fait qu'ils te mettent la tête dans la merde en disant ce que tu fais, tu le fais, t'assumes, il n'y a pas de sauvegarde, il y a des sauvegardes automatiques en fait. Tu peux pas revenir en arrière. Donc je trouve que c'est une bonne source d'inspi aussi. Alors je vois qu'il y a Fred qui se lâche sur le chat. Qui donne plein de trucs. Pas mal de peplum. Oui, alors ça c'est super bien. Très bonne idée, je n'ai pas forcément pensé. Et puis c'est vrai que Easy, ça reprend la trame du héros de Joseph Campbell, mais du coup il y a plein de trucs. Le mythe du héros, tu peux l'adapter à tout type d'univers. Donc de manière générale, pourquoi pas s'inspirer du mythe du héros. Tu peux, mais pas dans Westberg. Non, pas dans Westberg. Bon, là, c'est le concept, c'est... Là, les gens, ils vont se dire, ce héros est une arnaque. C'est trop net pour être vrai. C'est ça. C'est un scénario. Voilà, super scénar. C'est ça. Mais tout ce qui est historique, en fait. Le péplum, donc Pompéi, Spartacus, tout ça. Tout à fait. Mais de manière générale, si on prend un personnage historique, faire les intrigues de cours au moment de la Renaissance, l'époque victorienne... là, j'ai pas d'idée en particulier de série ou quoi, mais ça marche tout à fait. Ouais, ça peut bien passer. Oh putain, Remember Me. Oui, excellent. Celui-là, je l'avais oublié et c'était sans faire de jeu de mots. Mais... un cyberpunk avec une idée fabuleuse. Ouais. Qui se passe en France, à Paris. Dans le néo-Paris. Et c'était. En fait, c'est une inspi pour Shadowrun de suite. Hein. De fou. T'as perdu la mémoire sur un événement qui t'a mené dans la merde et puis tu récupères des fragments. C'est ça. Les mémoires, il y a une économie de la mémoire et c'est génial, des souvenirs. Ouais. Tu vends des souvenirs pour avoir de l'argent. Très très propre. C'est super triste vu que tu... Cool. Ah non, voilà, l'idée d'éditer les souvenirs des gens était incroyable. Ouais. Non, c'est vraiment...
Ouais, c'était cool. C'est cool, Remember Me, ouais. Super idée, ouais. Moi, en jeu vidéo, j'aurais tendance à parler de Disco Elysium. J'ai 2 jeux dans ma vie, j'ai Feng Shui et Disco Elysium. No shit. Mais non, il y a Alien Isolation aussi. Il y a Alien Isolation. Mais en fait, du coup, super exemple. Et oui, Alien Isolation aussi, super exemple. Mais ce qui est très très bien dans Disco Elysium, c'est que si jamais vous voulez pas vous emmerder à faire trop de PNJ, bon, les PNJ dans Disco Elysium, ils sont incroyables, mais vous pouvez aussi utiliser cette astuce de faire parler les émotions du personnage à l'intérieur pour représenter ses conflits. Si c'est si ça vous intéresse de développer les pensées du personnage, jouez à Disco Elysium. Jouez à Disco Elysium quoi qu'il arrive, mais voilà. De toute façon, il faut, ça c'est indéniable, mais ouais, c'est vrai que c'est très très bon. Ouais, c'est une très bonne source d'inspi. Très bonne source d'inspi. Voilà. Après, dans les autres inspi que moi j'aurais mentionné, c'est par exemple si on fait dans le Medfan, Witcher, un jeu vidéo où pour moi c'est l'exemple parfait parce que c'est un seul personnage. Bon, bah dans le jeu vidéo, il est parfait, il sait tout faire. Mais voilà, on a tellement de scènes, de possibilités, de trucs, c'est incroyable ce qu'on peut vivre. Je pense toujours à Witcher 3, qui est sans doute le jeu le plus joué de la gamme. On va pas le cacher. Qui sérieusement a joué à Witcher 1? Moi, mais c'était il y a longtemps. Oui, voilà, c'était il y a très longtemps. J'ai essayé de le ressortir quelques années plus tard, j'étais... ça a mal vieilli. Hein. L'histoire était très bien. Non, les histoires, elles sont fabuleuses. Mais alors, le gameplay, c'était pas ça. Voilà, The Witcher, c'est super ambiant, super inspi pour faire du Medfan tout seul. Hein. Aussi bien du côté héroïque, parce qu'on peut utiliser ça comme inspi pour faire du D20, du DD. Hein. Des D5, ça marche très bien. Ou le spectre opposé, hein, on peut tout à fait faire du Warhammer. Comme ça. Bon, par contre, Warhammer en solo, waouh, là, vous aimez souffrir. Hein. Non, c'est pas pareil. Il y a des jeux avec lesquels ça marche pas, bah, typiquement Warhammer, ça marche pas. Ça peut le faire, c'est juste que ce sera plus intimiste. Hein. Voilà, on va faire attention. Le zombie, il est méchant. Il y a des romans, hein, tu fais la série des romans Gotrek et Félix, basiquement, ils sont très grosse saga, ils sont 2, mais basiquement, il y en a un qui fait tout le taf. Hein. Le nain fait tout le taf. Super idée de ce que ça peut faire avec un seul personnage, par exemple. Si vous avez peur de faire mourir votre perso, vous le jouez après la mort, en fantôme. Oui, carrément. Hein, voilà. Après, des jeux comme Cyberpunk et Deus Ex, dans le c'est tout bête, mais bon, c'est nombre de possibilités de situations, de scènes à repiquer telles quelles. Et des missions dans Cyberpunk sont juste incroyables. Des rebondissements fifous. Des choix moraux dans Deus Ex qui sont juste terribles. En mode, je peux avoir ce point de compétence, mais toi, tu vas subir ça. Mais, je sais pas, en fait. Il y a les Telltale Games aussi, comme dit Fred dans le chat, qui sont... Oui, tout à fait. Putain, tout à fait. Le Walking Dead. Wolf Among Us. Oui. Bah, tous les jeux comme ça, typiquement Life is Strange aussi. Oui. Si vous voulez un truc un peu plus contemporain, qui se base sur le drama, les relations sociales, avec du fantastique, Life is Strange, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a tous les jeux en mode Heavy Rain, même si là, il y a plusieurs personnages qui sont joués. Oui, on peut se concentrer sur un seul. Voilà, puis... pareil, ça reviendra avec les autres, hein, parce qu'il y a toute la saga. Ça peut être un concept où tu joues plusieurs personnages quand t'es PJ, en fait, aussi, hein, tu vois. Oui, au fait, c'est qu'il y a rien qui nous empêche de jouer plusieurs personnages et de passer d'une scène à l'autre, de faire plusieurs intrigues qui vont finir par se regrouper. Ça aussi, c'est des trucs qui peuvent se faire, en fait, de faire 3 intrigues sur 3 périodes différentes, mais c'est la même histoire. Incroyable. J'aime cette idée. Voilà. Ça marche aussi. Comme dans la série The Witcher, sauf qu'on y comprend quelque chose, quoi. Oui, c'est pas s'expliquer. Il y avait un truc comme ça, hein, où en fait il y avait une première campagne, un premier scénario où c'était la victime elle sera victime d'un meurtre. Donc comment ce personnage va... Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Ensuite, l'intrigue la police enquête. Dernière intrigue, c'est les amis, la famille ou les descendants de la victime qui réenquêtent, mais après en mode cold case. Ouais. Oh, chouette. 3 ambiances radicalement différentes, mais pour la même histoire, et on finit par comprendre ce qui s'est passé, mais tout à la fin. Vu qu'à aucun moment, la victime, même la première personne, ne saura ce qui s'est réellement passé. Elle va mourir, mais elle ne sait pas par qui et pourquoi. Bref, façon d'intriquer les histoires sans trop de difficultés au final. Et puis, bref, le MJ doit bien bosser quand même. Hein. En fait, c'est juste une intrigue, mais voilà, qu'on coupe en 3 parties. Oui, c'est vrai. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Angles différents.
C'est vrai qu'on aurait pu en parler, juste vous jouez plusieurs personnes en fait, plutôt que de jouer en mode vraiment penser série télé. Plusieurs intrigues, et on switch à chaque fois de lieu et d'époque. Faites vous-même un Game of Thrones. Comme dans The Expanse, la série. Je pensais Game of Thrones ou The Expanse, où on reprend la même mécanique. Plusieurs intrigues qui apparemment n'ont aucun lien entre elles. La saison 1 de The Expanse, c'est ça. Je regarde en mode, c'est chouette, mais pourquoi? Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis au bout d'un moment, waouh! Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, bon après voilà, on a balancé quand même beaucoup d'idées. C'est que basiquement, c'est qu'on vient souvent faire le jeu vidéo, mais il faut avouer que le jeu vidéo, vu qu'on joue un personnage principal, c'est bien. Là, un peu l'histoire. Pour le thème, c'est les meilleurs inspi possibles, hein, parce que c'est que la plupart des séries, on suit rarement un seul personnage. Maintenant, non. Sauf, c'est fini. Ça. Voilà. Sauf si tu regardes professeur Attends, je veux dire professeur Maigret, mais pas du tout. Merde. Commissaire Maigret. Commissaire Maigret. Ou Hercule Poirot. Tu suis plusieurs persos de toute façon à chaque fois. Après, il y en a qui sont plus effacés que d'autres, des protagonistes. Tu vois, ça peut servir de sidekick ou de source, comme dans Cthulhu Confidential, où il est juste là pour un but utilitaire pour le système de jeu, quoi. Oui. Voilà, mais bon. Ouais, bien, je pense que on peut activer la bannière qui fait chialer Antoine chaque mardi soir. Puis moi, j'adore le faire plus d'une fois par semaine, donc moi, ça me va. Non, c'est... Oula, je mets les coups dans le micro, désolé. Ouais. C'est le mot de la fin, donc ça veut dire que c'est la fin de ce stream ou de ce replay, si tu regardes cette émission en replay. Tout à fait. En tout cas, on a l'impression d'avoir fait une ode à l'amour, tellement c'était long, ce truc, cette discussion indécente sur les jeux à deux. C'est vrai beau, que c'était beau, c'était bien. Bon, le chat a été réactif aussi. Proposé pas mal de belles choses. Merci à vous. Donc, il adore faire pleurer Antoine, c'est noté, dit Obsidian. Oui. Bah oui, voilà, manifestement, je ne vais pas mentir. Hein. Voilà, je préfère faire pleurer le chat de J'arrête. Mais bon, après, c'est une sombre histoire de... Bref, on n'y reviendra pas. Donc, merci tout le monde d'avoir participé dans le chat. Hein. C'était bien cool de vous avoir avec nous pour cette soirée. Si vous regardez cette émission en replay, la description de la vidéo ou du podcast contiennent des liens qui mènent vers l'infini et l'au-delà de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme de podcast aujourd'hui. On a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est sur Discord aussi. Tout est dans la bio, Twitch, YouTube, peu importe. Hein, voilà, vous avez tous les liens pour voir. On y discute de tout et de rien, en général, mais surtout de trucs sympathiques. Voilà. Quant à nous, on va se retrouver dimanche. Sur les coups de 18h aussi pour une prochaine émission. C'est la dernière émission de la saison en mode normal, on va dire. Oh là là. Ça va permettre de faire un peu le bilan sur l'année et de ce qu'on prévoit cet été et de ce qu'on prévoit aussi l'an prochain. Voilà, donc ça sera en mode chillax comme là, sauf que j'aurai la serviette derrière cette fois, mais je mettrai un t-shirt plus correct parce que là on voit les dessous de bras, sinon c'est pas très élégant. Voilà, surtout que ça colle. J'ai du mal à me décoller, tu vois. C'est un peu. Voilà. Moi je suis au fond du siège, je peux plus bouger. Hein. Voilà, Antoine et le siège ne font qu'un. C'est comme la Force et l'un Jedi, tu vois, sauf qu'Antoine c'est un siège en cuir. Voilà. Ça. Une petite roulette. Voilà, c'est pas mal. Tu as plus de jambes maintenant. Eh oui. Hey. Bien trop de détails. Perturbation dans l'assise. Bien trop de détails, dit Obsidian. Oui, trop de détails, comme à chaque fois. Donc, on va vous laisser retourner à une activité normale, comme on disait dans les Guignols à l'époque, dans les années 90. On vous remercie. C'était la dernière discussion indécente de la saison. Donc ça reviendra en septembre parce qu'on aime bien faire le format. Donc voilà, c'est plutôt cool. On espère que ça vous a plu. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce format dans les commentaires aussi. Oui, c'est ça. Qui nous intéresse. Parce que si on doit faire un changement ou une évolution du format, autant que ce soit pour la rentrée. Voilà, parce que si ça vous plaît pas du tout, autant le dire rapidement. Parce que c'est ça. Et si vous voulez qu'on exile les mangeurs de balisto du territoire national, n'hésitez surtout pas à le dire aussi. Voilà. D'ailleurs, on va faire circuler une pétition. Voilà, c'est ça, on va faire une pétition. La signer. Ça va être pas mal. Donc, on va partir cette fois-ci. Voilà, comme ça, on va essayer de prendre une douche après. On vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et puis, on espère que vous revoir tout bientôt, n'importe où, sur les réseaux sociaux ou sur une plateforme d'écoute de podcast ou de vidéo. Et on vous dit à tout bientôt. Allez, ciao et à bientôt.
Ciao tout le monde. Hydratez-vous. Oui.